remercier le Centre 8 de son accueil. Et je voudrais tout de même, je ne vais pas m'attarder, mais dire tout de même que le Centre 8 est actuellement menacé par le projet de la ligne 18 du Grand Paris Express et qu'il faut se mobiliser pour la sauvegarder. Il existe des solutions techniques qui permettent de préserver le Centre 8. Je pense que ça serait dommage déjà de le déplacer et où, et c'est pas facile de trouver un terrain assez vaste pour le reconstituer. La prochaine session des Semaines sociales de France aura pour thème l'éducation. Je dis bien l'éducation et non pas l'enseignement. Il y a des rapports entre les deux, mais c'est tout de même pas la même chose. L'antenne des Yvelines s'est réunie en décembre avec Yves de Gentil-Béchis pour commencer à réfléchir sur ce thème, et nous nous sommes demandé quels avaient été les éléments les plus marquants de l'éducation que nous avons reçue et quels sont les faits nouveaux qui paraissent importants dans l'éducation des jeunes d'aujourd'hui. Les participants ont souligné que pour eux, le rôle de la famille et des parents avait été déterminant, ainsi que le scoutisme, mais aussi la vie associative, les amis, les aumôneries, la lecture, les séjours à l'étranger. En ce qui concerne les faits nouveaux, ils ont souligné, ces participants, l'individualisme des jeunes d'aujourd'hui, leur grande ouverture sur le monde et l'international, la société multiculturelle dans laquelle ils baignent, l'accès facile à de nombreux savoirs, la capacité à mener de front plusieurs activités. Mais aussi le rôle majeur des écrans, la violence présente sur ces écrans, le déluge d'informations souvent pré-traitées, et donc la superficialité, la passivité, le manque de concentration, l'immédiateté et le court-termisme. Le rôle majeur des réseaux sociaux avec le danger de faire une confusion entre relations virtuelles et véritables amitiés. Pour aller plus loin et réfléchir sur ces sujets, nous avons fait appel au père Jean-Marie Petitclerc. Alors je ne sais pas si c'est utile de le présenter. Qui est le père Jean-Marie Petitclerc? Alors, il est quasiment versaillais. Il a fait ses études au lycée Sainte-Geneviève. Il a intégré l'école polytechnique. Et ensuite, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu en tout cas, il a hésité entre l'engagement politique et l'engagement religieux, mais il a lu une biographie de Don Bosco et hop, il a rejoint les Salésiens. Il a suivi une formation d'éducateur spécialisé, il a consacré toute sa vie au problème d'éducation. En 1991, au moment des émeutes de Chanteloup-les-Vignes, il a initié la médiation sociale et en 1995, il a fondé à Argenteuil l'association Le Val d'Occo qui anime un service de prévention générale destiné à prévenir la délinquance par la lutte contre le désœuvrement et par l'éducation citoyenne, à prévenir l'échec scolaire par la mise en place d'un accompagnement individuel et collectif, à prévenir les ruptures familiales par la mise en place d'un soutien à la parentalité. Et le Val d'Occo est actuellement implanté dans 5 villes. Jean-Marie Petitclerc est aussi très impliqué dans le scoutisme et il a aussi travaillé quelque temps au service de l'État au cabinet de Christine Boutin quand elle était ministre du Logement et de la Ville. Je crois que j'en ai assez dit. C'est à vous, Père. Eh bien, merci de votre accueil. Je me réjouis de venir partager avec vous quelques réflexions sur ce thème de l'éducation. Je me réjouis de retrouver quelques visages connus. C'est un bonheur pour moi d'être à Versailles ce soir. S'il y a un problème qui se pose aujourd'hui de manière cruciale dans notre société française, c'est bien celui du vivre ensemble. Et s'il est un défi que tous, parents, enseignants, éducateurs, animateurs, avons à relever, c'est bien celui de l'éducation au vivre ensemble. Mon propos de ce soir aura une double inspiration. Tout d'abord, celle liée à ma propre expérience éducative. Voilà donc, comme on vous l'a rappelé, une quarantaine d'années que je travaille auprès d'adolescents majoritairement domiciliés dans les quartiers que notre République qualifie de sensibles. Et voici 20 ans, en 1995, fondé le Val d'Occo sur la dalle d'Argenteuil, une cité qui avait été traumatisée par la violence des émeutes urbaines du début des années 90, association née de la rencontre entre un collectif d'habitants inquiets
pour le devenir de leurs enfants dans le contexte d'une cité marquée par une telle violence, et des Salésiens de Don Bosco désireux de réexpérimenter le modèle de leur fondateur dans la réalité contemporaine de la banlieue d'aujourd'hui. L'idée du Val d'Ocaux, c'est de rejoindre l'enfant, l'adolescent dans ces trois champs de vie, que sont la famille, l'école et la cité, car tous les jours, l'enfant passe du temps en famille, passe du temps à l'école et passe du temps dans la cité avec les copains. Et alors que le travail social classique est un peu cloisonné, éducateurs qui interviennent dans la famille, d'autres dans l'école, d'autres dans la rue, l'idée du Val d'Ocaux est de développer son activité autour de ces trois pôles. Le pôle rue, avec le support de l'animation, le pôle école, avec le support de l'accompagnement scolaire et l'ouverture de centres d'accueil pour des jeunes qui ont décroché du système scolaire, le pôle famille, avec les actions que nous menons dans le registre du soutien à la parentalité et de la médiation familiale. L'idée phare du Val d'Ocaux, c'est ce concept de médiation, famille, école, cité, tenter de créer du lien entre les différents adultes qui cheminent auprès de l'enfant, car il me semble que le premier droit de l'enfant, à l'orée du XXIe siècle, c'est le droit à la cohérence des adultes qui l'accompagnent sur son itinéraire de croissance. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de violence. J'ai souvent pu établir une corrélation entre le niveau de violence d'un enfant et d'un adolescent et le niveau d'incohérence des adultes qui l'accompagnent sur ses chemins d'éducation. Deuxième source d'inspiration, l'héritage de Don Bosco. Alors il peut paraître étonnant qu'un éducateur du XXIe siècle se réfère à un pédagogue du XIXe, dont la situation socio-économique d'aujourd'hui est un peu différente de celle d'alors. Mais j'aime dire que nos deux époques ont en commun de connaître d'importants phénomènes de mutation sur le plan sociétal. Dans le Don Bosco, on passait de la société rurale et paysanne à la société urbaine industrielle, et voici que nous passons de cette société urbaine industrielle à cette société post-industrielle marquée par la révolution du numérique. Car vous savez, les politiques nous parlent de crise. Ça fait 40 ans qu'on nous parle de crise. Une crise qui dure, ça ne s'appelle pas une crise. Ça s'appelle une mutation. Et si je dénonce avec force le discours sur la crise, c'est qu'il s'agit d'un discours un peu lénifiant qui laisserait entendre qu'il suffirait d'attendre que les turbulences de la crise se passent pour rêver d'un après-crise qui puisse ressembler à l'avant-crise. Alors rappelez-vous, en 1974, il nous disait « Rassurez-vous, bonnes gens, lorsque le cours du pétrole se stabilisera, puisqu'à l'époque c'était la faute au pétrole, tout redeviendra comme avant. Le cours du pétrole s'est largement stabilisé, rien n'est redevenu comme avant. Aujourd'hui, on nous dit, lorsqu'on aura été capable de rembourser la dette, tout redeviendra comme avant. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de rembourser la dette au vu de son montant, mais ce dont je suis sûr, c'est que rien ne reviendra comme avant. J'entends aussi ce discours parfois dans mon église. Tenez bon, brave curé de 75 ans, 80 ans, 85 ans, tenez bon, parce qu'après la crise, tout redeviendra comme avant. À nouveau, les séminaires se rempliront, enfin, c'est pas trop avec qui. Le discours sur la crise est foncièrement conservateur. À la limite, il suffit d'attendre que les turbulences se passent. Alors que le discours sur la mutation est un discours novateur. Comment, effectivement, adapter nos institutions au nouveau contexte et comment éduquer nos jeunes aujourd'hui pour demain. Et dans un tel contexte de mutation, où à la fois il est plus difficile d'être jeune, vous savez, on parle des jeunes difficiles. Moi, je crois surtout qu'il est plus difficile d'être jeune, il est plus difficile de vivre sa période de jeunesse dans le contexte de la mutation que dans le contexte d'une société plus stable, car il est plus difficile de se projeter dans l'avenir. Comment vouliez-vous, au temps de Don Bosco, que le petit garçon, fils de paysan, petit-fils de paysan, arrière-petit-fils de paysan, puisse se projeter dans un avenir d'ouvrier, dans une de ces usines fumantes qui voyaient poindre à l'horizon? Et combien aujourd'hui, nos adolescents ont du mal à se projeter dans l'avenir lorsqu'ils assistent à l'effondrement de pans entiers de l'économie traditionnelle, alors que les nouveaux métiers liés à l'économie numérique tardent à se structurer. Les économistes nous disent que nous ne connaissons aujourd'hui en gros que 50% des métiers qui s'exerceront en 2050. Et il est aussi plus difficile d'éduquer, parce qu'il n'y a plus de consensus sociétal autour d'un ordonnancement des valeurs. Nous assistons, comme disait déjà Edgar Morin en 1975, à une sorte de Moyen-Âge avec une fissuration des valeurs du monde ancien et l'émergence des valeurs du monde nouveau. Et dans ce contexte, Jean Bosco était porteur de deux grandes intuitions qui me paraissent d'une pertinence extrême. La première, c'est que lorsque la confiance s'estompe dans les grandes institutions, alors en son temps, c'était les institutions liées à la monarchie. Aujourd'hui, ce sont les grandes institutions républicaines. La capacité à éduquer allait beaucoup plus être liée à la qualité de la relation adulte-jeune
plutôt qu'à la qualité organisationnelle du système institutionnel. Et il nous lègue une pédagogie fondée sur la qualité de la relation adulte-jeune. Il devinait déjà, et je crois que les faits lui ont donné largement raison, que l'autorité serait de moins en moins liée au statut de la personne qui l'exerce et de plus en plus à la qualité de relation que cette personne est en capacité de nouer avec le jeune. Aujourd'hui, je rencontre des parents qui font autorité dans leur famille, d'autres qui ne font pas autorité. Je rencontre des enseignants qui font autorité dans la classe, d'autres qui ne font pas autorité. Je rencontre des juges pour enfants qui font autorité dans leur cabinet, d'autres qui ne font pas autorité. Et ils ont tous le même statut. Nous sentons bien que l'autorité est de moins en moins liée au statut de la personne qui l'exerce et de plus en plus à cette qualité relationnelle. Et sa deuxième intuition était de savoir décoder les phénomènes de violence qu'il observait dans les faubourgs de Turin comme symptômes de la faillite de l'accompagnement éducatif. Tous nous sommes un peu inquiets par cette montée de la violence que nous observons chez la jeune génération. Mais, j'aime dire, la violence, c'est naturel. La manière naturelle de régler un conflit, c'est la violence. A en conflit avec B, vous supprimez B, il n'y a plus de conflit. La manière naturelle d'exprimer sa colère, c'est la violence. Si je commence à balancer toutes les chaises dans cette salle, vous allez vous dire, je suis vraiment en colère. Ce qui n'est pas naturel, et qui est le fruit de l'éducation, c'est la convivialité et la paix. La capacité à nouer une relation pacifique avec celui qui s'oppose à moi, ça, c'est pas inné, ça s'apprend. Autrement dit, pour Jean Bosco, le problème de la violence des enfants et des adolescents n'était pas d'abord un problème d'enfants, d'adolescents. J'entends aujourd'hui des parents, des instituteurs, des animateurs me dire « mais que se passe-t-il? Ils deviennent de plus en plus violents, de plus en plus tôt. » J'aime répondre « le bébé du XXIe siècle n'est pas plus violent que le bébé du XXe. Ils naissent tous les deux tout aussi violents, incapables de résister à la moindre frustration. Confieriez un flingue à votre bébé, il vous tuerait pour un biberon en retard. » Le problème de la violence des enfants et des adolescents, c'est un problème d'adultes. La question qui se pose à nous tous aujourd'hui, c'est comment se fait-il que notre génération d'adultes se trouve plus en difficulté pour effectuer l'apprentissage de la gestion de la frustration? Combien de faits de violence que j'observe au Val d'Occo peuvent s'interpréter comme l'incapacité pour l'adolescent de gérer la frustration posée par le non de l'adulte ou la limite de l'adulte? Mais gérer sa frustration, c'est pas inné, ça s'apprend. Il revient à l'adulte d'apprendre à l'enfant, à l'adolescent, à gérer ses pulsions agressives. Combien je vois de faits de violence au Val d'Occo qui peuvent s'interpréter comme l'incapacité pour l'adolescent de gérer son agressivité. Mais gérer son agressivité, c'est pas inné. Ça s'apprend. Il revient à l'adulte d'apprendre à l'enfant, à l'adolescent, d'autres modes de résolution des conflits, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le recours à l'institution, plutôt que le seul recours à la violence. Autrement dit, aux autorités italiennes qui, au temps de Bosco, disaient « ces jeunes développent des comportements monstrueux, une seule solution, enfermons-les ». Je continue dans ce discours au cabinet du ministère de l'Intérieur ou de la Justice. Jean Bosco de dire « la violence de ces comportements est le signe de la faillite de notre accompagnement éducatif. Une seule solution, tous ensemble, retroussons les manches et éduquons-les ». Et j'aime citer la pointe du discours de Jean Bosco lors de ce voyage triomphal en France en 1883. « Ne tardez pas à vous occuper des jeunes, sinon ils ne vont pas tarder à s'occuper de vous. » Pertinence prophétique de ce grand éducateur. Oui, éduquer au vivre ensemble, éduquer à la citoyenneté, doivent aujourd'hui constituer des objectifs prioritaires. Et Jean Bosco parlait, le premier, de former de bons citoyens. C'était un peu novateur, car on connaît l'hostilité à l'époque entre la République naissante en Italie et l'Église, et de voir ce grand pédagogue utiliser un mot du vocabulaire républicain comme objectif dans ces institutions qu'il avait fondées. Alors je voudrais, ce soir, brièvement, il faudra laisser bien sûr place au débat, c'est toujours le plus intéressant dans la soirée, parler un peu de ces difficultés qui ont surgi dans cette capacité de vivre ensemble. Dans un deuxième temps, de voir combien l'enjeu de la citoyenneté est devenu aujourd'hui un enjeu important, et avant de terminer par quelques considérations sur ce que peut signifier éduquer à la fraternité. Je citerai 3 grandes difficultés dans le vivre ensemble. Je passerai brièvement sur elles, on aura l'occasion d'y revenir dans le débat si vous le souhaitez. La première, c'est
sans doute le multiculturalisme. Ils vont dans une société multiculturelle, multiethnique, multireligieuse. Ce me semble être une véritable richesse, mais reconnaissons que pour bon nombre de nos concitoyens, ceci paraît problématique. Et en tout cas, ceci nécessite l'apprentissage de la culture de l'autre, de la religion de l'autre, si nous voulons poser les bases d'un vivre ensemble. La deuxième difficulté, c'est la ségrégation sociale. Ces politiques de peuplement qui ont conduit, depuis le début des années 70, à reléguer dans des quartiers les populations les plus précaires sur le plan socio-économique. Et le problème posé par ces quartiers devint crucial. Or, les politiques ont longtemps pensé, je crois que c'était une erreur fondamentale, que le problème numéro un de ces quartiers était un problème d'urbanisme. Alors on a dépensé mais des centaines de millions d'euros, on n'a pas à rougir, des centaines de millions d'euros dépensés pour la réhabilitation de ces quartiers. On s'aperçoit aujourd'hui que le problème central n'est pas celui de l'urbanisme, mais celui du peuplement. Discours de Manuel Valls au début de l'année 2015, alors que certains politiques me disaient le problème des quartiers est derrière nous, avec tous les efforts que nous avons faits dans le cadre de l'ANRU, le Premier ministre de reconnaître que le véritable problème, c'est bien celui du peuplement. Rassembler une population au statut socio-économique précaire au sein de quartiers de plus en plus isolés. Et la deuxième erreur faite par nos politiques a été le zonage de la politique de la ville. C'est-à-dire que toutes les actions consistaient à financer des actions menées dans les quartiers pour les gens des quartiers. Et que tout ceci n'a en rien enrayé la spirale de ghettoisation. Voici que ces enfants sont condamnés à vivre à l'intérieur du quartier. Mesure de carte scolaire, ils sont obligés à aller à l'école avec les gamins du quartier. Je pense que sans réfléchir beaucoup, on se dit obliger le gamin à être scolarisé avec les caïds qui lui font peur et les copains avec lesquels il ne cesse de rigoler, peut-être pas forcément la meilleure solution pour qu'il apprenne. Mais tous les gamins doivent être scolarisés. Et vous savez, c'est quoi la grande différence entre un collège de quartier et un collège de centre-ville? C'est que dans le collège de centre-ville, il est encore un peu valorisant d'être premier de classe, alors que dans le collège de quartier, quand on est garçon, il est dangereux d'être premier de classe. Si vous êtes premier de classe, aussitôt vous avez la réputation de l'intello ou du bouffon, et vous devez gérer toute la violence de vos camarades. Combien je rencontre dans ces quartiers de gamins prodigieusement intelligents? Une fois l'an, je fais une conférence à l'école polytechnique, et j'aime dire à mes jeunes camarades que la proportion de génie scientifique est la même dans les quartiers sensibles que dans les centres-villes. Le problème, c'est que d'un côté, ils émergent et pas de l'autre. Et que, ce qui explique l'échec du programme ZEP, je rappelle que ce programme a été fondé il y a 20 ans, avec comme objectif en 3 ans de réduire l'écart entre collège de quartier et collège de centre-ville. Après 20 années de mise en œuvre de ce programme, l'écart est plutôt plus grand. Parce que les concepteurs de ce programme ont oublié cette donnée fondamentale à l'adolescence, que lorsqu'on a 13, 14 ou 15 ans, exister sous le regard des copains passe avant exister sous le regard de l'institution. Et lorsque la réussite scolaire n'est plus investie comme valeur par le groupe, eh bien, c'est un échec scolaire massif. Il y a toujours quand même un minimum d'empathie. Minimum d'empathie. Bon. Et je dis quelque chose, je m'aperçois que l'autre s'effondre, je vais être capable de corriger un petit peu le tir. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Le problème, c'est que quand on tapote sur son ordinateur ou sur le clavier de son smartphone, l'autre est complètement absent. Et je m'aperçois qu'on a des jeunes qui sont capables d'écrire des choses que jamais ils n'auraient le courage de dire en face. Jamais. Mais effectivement, l'absence de l'autre, la communication par le biais des SMS, fait effectivement qu'il n'y a plus de limites. Et que si on n'éduque pas à cette règle fondamentale, n'écris pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on t'écrive, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, et bien effectivement, on peut avoir une utilisation dangereuse par nos enfants de tous ces merveilleux outils que sont ces nouvelles technologies. Chaque fois que je vois un ado pianoter sur sa page Facebook, je lui dis, tu es sûr que ce que tu écris, tu es capable demain matin de le crier dans la cour du collège? Ah ben non, 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 j'aimerais surtout pas qu'un tel il le sache. Ah, je dis, attends, si tu veux pas qu'un tel il le sache, peut-être qu'il faut que tu mettes un peu une barrière à ce que tu écris.
Vous savez, chez les ados, très souvent, le secret, c'est une chose qu'on dit à une personne à la fois. C'est je vais te dire un secret, hein. Surtout tu ne le dis pas, hein. Tu me promets que tu ne le dis pas, hein. Enfin, le gars le dit, hein. Parce que c'est un secret. Hein. Alors je te dis, bon, après celui qui a le secret, on trouve un autre, hein. Tiens, je vais te dire un secret. Alors, surtout tu promets que tu ne le dis pas, hein, parce que c'est un secret. Mais, je veux dire que c'est sûr, une fois que le secret est diffusé comme ça, parce que très souvent chez eux, le secret c'est quelque chose qui se dit à une personne à la fois, hein, ça fait très vite, effectivement, le tour de la cour de récréation. Alors ça me paraît très important quand on est parent. Moi je suis mais absolument ahuri de voir des parents offrant des smartphones avec l'accès direct à Internet, sans du tout donner les codes éthiques pour utiliser cet instrument. C'est comme si on confiait une voiture à un gamin, et on se dit, bah, voilà, moi, il connaît bien mieux le moteur que moi, hein. Moi je connais plus, je connais le moteur hybride, je ne sais pas comment ça marche et tout ça, lui il connaît. Donc je lui confie la voiture sans lui donner le moindre élément du code de la route. C'est une catastrophe. Et je vois des tas de parents, j'arrive à comprendre qu'ils manient beaucoup moins bien tous ces outils que les jeunes. Les jeunes sont champions, ils ont grandi avec eux. Mais ce n'est pas parce que je ne connais pas le fonctionnement de l'outil que je n'ai pas à transmettre ces règles éthiques de fonctionnement de cet outil. Et pour moi, la règle fondamentale, c'est d'être sûr que tu as bien intégré, que tu n'écris pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on t'écrive, que tu ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Qui est la règle élémentaire du vivre ensemble. C'est-à-dire que si tous les ados avaient ce filtre transmis par les parents, de dire, là tu as une règle, là, je te fais confiance, mais là, chaque fois que tu écris quelque chose, il faut toujours que tu sois en capacité de te mettre à la place de l'autre. Ce qu'on appelle l'empathie. Et c'est en cette capacité de te mettre à la place de l'autre qu'effectivement ça va te permettre peut-être de corriger les premières idées qui te venaient en tête, d'atténuer un peu la violence. L'éducation au respect. Et je crois que nos jeunes sont sensibles, parce que ce qui est assez extraordinaire aujourd'hui, c'est que dans le milieu de l'école, lorsque j'interroge les profs, ceux dont ils souffrent le plus, c'est du manque de respect des jeunes à leur égard. Et quand j'interroge les jeunes, ceux dont ils souffrent le plus, c'est du manque de respect des adultes à leur égard. Je me dis, il y a quelque chose de rassurant, c'est que tout le monde est d'accord sur la valeur respect. Le problème, parfois, c'est les codes, qui peuvent ne pas être les mêmes. Et donc, vivre ensemble nécessite de se mettre d'accord sur des codes. Je prends un exemple, le port de la casquette. Très souvent, pour le jeune, c'est vécu comme un signe identitaire. J'appartiens à la tribu jeune. Pour l'adulte, très souvent, c'est vécu comme un signe d'impolitesse. Ce n'est qu'un code. Moi, je me souviens de ma chère maman qui vient de disparaître. J'avais 7 ans, on rentre dans une église, et il y avait une jeune fille tête nue. Je l'entends encore me dire, tu vois, Jean-Marie, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne respectent plus rien. Bon, aujourd'hui, toutes les femmes sont dans les églises sans se couvrir la tête. C'est un code. Bon. Donc on sent bien que la difficulté du vivre ensemble fait que ces codes par lesquels on manifeste le respect, eh bien, il n'y a plus forcément d'accord consensuel. Donc il faut en parler. Un jour, je m'adressais, c'était à Lyon, à des chefs d'entreprise, je leur disais, je ne vous comprends pas. Vous avez un jeune qui arrive avec une casquette sur la tête, de manière agressive. Vous lui dites, enlève ta casquette. Vous avez un évêque qui arrive avec une espèce de petit chapeau, mais ridicule, sur sa tonsure, mais ridicule, et vous ne dites rien. Ce n'est qu'une question de code. Bon, mais c'est pas parce que les codes sont différents que veut dire que la valeur n'est pas portée. En tout cas, dans cette éducation à la fraternité, combien il me semble important d'éduquer au respect. Troisième ligne, ça va être éduquer à la gestion des conflits. Bien sûr, les conflits entre frères, ça existe. C'est comment apprendre à gérer le conflit dans le respect de l'autre. À ne pas transformer les conflits d'objets en un conflit de personnes. Et là aussi, il s'agit d'apprendre. Je trouve que la médiation est un excellent outil. Apprendre effectivement à écouter le point de vue de l'un, le point de vue de l'autre, apprendre à partager ses émotions et apprendre à nos enfants à gérer multiples conflits. Il ne s'agit pas de vivre sans conflit. D'ailleurs, dans l'Évangile, on dit aimer ses ennemis. Il ne s'agit pas de transformer son ennemi en ami. L'ennemi, c'est quelqu'un qu'on combat. Parce que si c'est transformer son ennemi en ami, bon, le problème est joué. Il n'y a plus de problème. Parce qu'aimer ses amis, c'est facile. Non, c'est aimer l'ennemi. C'est-à-dire que même lorsque tu combats les idées de quelqu'un, que tu es en désaccord total avec lui, combien il est important que tu respectes sa personne. Bon, mais ça reste effectivement de combattre, de manifester ton désaccord par rapport aux actes qu'il pose, ou par rapport aux idées dont il est porteur. C'est ça qui est difficile. C'est pas un jeu de passe-passe, il s'agirait de transformer l'ennemi en ami. Mais il s'agit de respecter
Non, le combat qui peut être nôtre, à un moment, parce qu'on est en désaccord, et c'est vrai, tout le monde le sait, toutes les fratries, hein, c'est toujours synonyme de conflit. L'expérience des mères de famille qui doivent... Et combien c'est important de ne pas gérer le conflit à leur place, d'apprendre aux enfants à gérer les conflits. Parce que très souvent, l'adulte a tendance à vouloir régler le conflit. Non, je crois qu'éduquer la fraternité, c'est éduquer nos enfants à apprendre à gérer les conflits. C'est à eux à progresser dans l'acquisition de ces outils. Je terminerai par un petit mot sur la miséricorde. Il me semble qu'il n'y a pas de fraternité sans miséricorde. D'ailleurs, ce mot miséricorde appartient aussi au langage chrétien et appartient au langage musulman. Avec les deux caractéristiques. La première, c'est la compassion avec celui qui souffre. C'est ça. C'est l'abbé Pierre disait dans une homélie célèbre, la ligne de partage entre les gens, c'est peut-être pas entre croyants et non-croyants, c'est entre communion et indifférents. Ceux qui, face à la personne qui souffre, se sentent en état de communier avec cette souffrance, et ceux qui sont complètement indifférents. Et puis, la miséricorde, c'est effectivement, quel que soit l'acte posé, de jamais réduire la personne à l'acte qu'elle pose. C'est ça. Il s'agit bien sûr de condamner l'acte. Et ensuite, la justice doit passer. Parce que je crois que cette erreur qui a été faite dans l'Église, parfois, de penser que la miséricorde pouvait remplacer la justice. Non, la justice, c'est sur les actes posés. Pardonner, ça ne signifie pas oublier. J'aime bien cette phrase. Pape François, ne confondons pas le confessionnal avec une blanchisserie. On a tous ce devoir de mémoire. Pardonner, c'est bien plus difficile. Tu as fait ceci, et puis j'en souffre. Tu m'as volé, voilà. Il faut bien sûr que tu répares cet acte. Mais pour moi, tu n'es pas un voleur. S'il est un adjectif que j'utilise jamais, pour ma part, dans mon vocabulaire d'éducateur spécialisé, c'est l'adjectif délinquant pour qualifier un jeune. C'est quoi un jeune délinquant? Si je prends la définition du dictionnaire, un jeune est délinquant parce qu'il a commis un délit. Le drame, c'est que très vite, dans la tête des gens, cela devient un jeune commet des délits parce qu'il est délinquant. C'est terrible les effets pervers de cette inversion de causalité. On va faire du délinquant une espèce de catégorie de jeunes dont la caractéristique serait de produire du délit. Je veux dire, qu'y a-t-il de commun entre l'ado de 17 ans qui supplie la carte bleue de sa voisine ou l'ado de 17 ans qui agresse sexuellement une gamine de 4 ans? Je vois aucun trait de personnalité commun. Aucun. Ils sont tous les deux délinquants au sens de la loi, ils répondent de leurs actes au tribunal pour enfants. Et toute ma posture d'éducateur consiste à dire, tu as commis un délit, ça c'est la réalité, et puis il va falloir que tu assumes, tu vas être sanctionné. Mais pour moi, tu n'es pas délinquant. C'est pour ça que je me mets en colère après toi. C'est pour ça que je te sanctionne. À la limite, tu serais délinquant, ce serait normal que tu commettes des délits. C'est parce que pour moi, tu n'es pas un délinquant que je ne supporte pas ton délit. Et d'avoir toujours ce double discours de condamnation de l'acte, mais jamais d'étiqueter le jeune à partir de son acte. Excusez ce trait de vulgarité, c'est complètement différent de dire à un jeune, t'as fait une connerie ou t'es con. On ne dit pas du tout la même chose. Dans le premier cas, on parle de l'acte, ça peut être une belle connerie. Dans le deuxième, on étiquette à partir de l'acte, on stigmatise. Même différence à l'école entre ta copie est nulle et t'es nul. On ne dit pas du tout la même chose. Les enfants qui souffrent le plus à l'école sont les enfants qui ont eu la malchance de rencontrer à l'école des enseignants qui ont confondu le champ de la performance et le champ de la personne. C'est terrible le tort que font ces gens-là. Qu'au lieu de dire ta copie vaut 2, il faut passer comme message tu vaux 2. Et j'aime dire, à chaque fois que j'interviens à l'école catholique, qu'on ne devrait jamais parler en termes de bons et de mauvais élèves. L'élève, c'est une personne. Comment je peux la qualifier de mauvaise? Donc la plupart des mauvais élèves, ils rêveraient de faire du bon. On peut parler de bonne et de mauvaise copie. On peut parler d'apprentissage en cours, d'apprentissage réussi, d'apprentissage non effectué. Mais on devrait s'interdire de parler en termes de bons et de mauvais élèves. Je ne peux pas réduire la personne à la performance qui est sienne, en mathématiques, en français, en histoire-géographie. Je crois que développer ce climat de fraternité, c'est effectivement d'aider chaque jeune à être responsable de ses actes. Et si l'acte a des conséquences fâcheuses, il doit être sanctionné. Mais toujours dans le respect de la personne, en ne l'identifiant jamais aux actes posés. Voilà ce que sont pour moi les grandes lignes
de cette éducation à la fraternité qui me semble être le soubassement d'un vivre ensemble possible. Alors je conclurai par ce conte que vous connaissez peut-être, conte indien, ce vieil Apache qui discute avec son petit-fils autour d'un feu et qui dit, tu sais, dans le cœur de l'homme, il y a toujours un combat de deux loups. Il y a un loup gris, agressif, toujours sur la défensive, qui pense toujours qu'on va l'agresser, toujours prêt à mordre. Et puis il y a un loup blanc, lui qui cherche les câlins, qui cherche la tendresse. Et le petit enfant demande à son grand-père, mais grand-père, c'est lequel le loup qui va gagner? Et le grand-père de répondre, c'est celui que tu nourris, mon enfant. Éduquer au vivre ensemble, c'est apprendre à nourrir ce loup blanc contenu dans chacun de nos enfants. Merci de votre attention. Bien, merci Père. Maintenant, à partir de ce que vous avez dit, la parole est à vous tous. Il y a un micro. Qui est-ce qui se lance? Je vais peut-être, pendant que vous réfléchissez, vous poser une question. Vous avez dit quelque chose qui est tout à fait intéressant, mais comment est-ce qu'on en sort? Vous avez dit qu'il y a une erreur fondamentale qui a été faite, c'est le zonage de la politique de la ville en général, et tous les zonages qui font que, voilà, on a des ghettos dans lesquels les jeunes vivent tout le temps sans en sortir. Mais comment? Oui, des ghettos dans lesquels les jeunes vivent sans en sortir. Comment peut-on sortir de ce zonage? L'idée que je développais lorsque je travaillais au ministère de la Ville, c'est dire qu'il nous faut sortir d'une politique des quartiers pour fonder une politique de la ville. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus, ne devrait plus s'agir de financer des activités menées dans les quartiers pour les gens des quartiers. Il s'agirait de financer des activités hors quartier à condition qu'elles soient ouvertes aux gens des quartiers et de financer des activités dans les quartiers à condition qu'elles soient ouvertes aux gens d'extérieur. Dans le champ de l'école, c'était l'initiative que j'avais prise, qui a été appelée par les journalistes, dite du buzzing. Buzzing. C'est-à-dire je ferme une classe dans un quartier, on n'y arrive plus, je fais monter les gamins dans un bus et je les répartis dans les différents collèges du centre-ville. Et l'État prenait en charge à la fois les frais de cantine et les frais de transport, de manière à ce que ce soit à coût zéro. Voilà des idées, il me semble. C'est-à-dire permettre à l'enfant d'être dans un groupe qui va investir la scolarité. Alors, vous savez, moi je souhaitais 250 expériences, j'avais réussi à négocier le financement de 50 à Matignon, j'ai eu le temps d'en mettre en place 6. Après, Fadela Amara, qui a repris le dossier en charge, elle ne croyait pas du tout, était vraiment inscrite dans une politique de quartier. Parce que, vous savez, ce conflit, quand je suis resté 18 mois au ministère de la Ville, il y a un véritable conflit entre la ministre et le secrétaire d'État, qui était ce conflit-là. C'est-à-dire que nous, on voulait une politique de la ville, et elle voulait une politique des quartiers. Combien j'étais malheureux de voir que la presse s'est saisie du conflit, et c'était simplement Christine Boutin met une peau de banane, je ne l'ai pas de Fadela Amara, la pauvre gentille Fadela, qui effectivement a été martyrisée par la méchante ministre. Parce qu'il y a eu ces fameuses interviews, avant que Fadela présente son plan banlieue, de la ministre, c'est moi-même qui avais rédigé le texte, qui était « Je ne crois pas au plan banlieue ». Ça a été interprété mais moi, je ne crois à aucun plan banlieue, je crois à des plans villes. À mon avis, tous les plans banlieue sont voués à l'échec. Ils disent effectivement... toujours enfermer les gens dans le quartier et puis faire des choses. Je dis aujourd'hui à un maire, moi je préfère, monsieur le maire, que vous financiez une ligne de bus entre le quartier et la mairie centrale, plutôt que vous installiez une mairie annexe dans le quartier. Que au moins, lorsque la personne va aller à la mairie, eh ben, elle va aller à la mairie de la ville, elle va rencontrer les gens de la ville. Si vous installez l'annexe de la mairie dans le quartier, effectivement. Alors, il y a eu toute une politique, mais qui date des années 82, qui pouvait se comprendre, parce que l'idée était de se dire on était dans une logique urbaine, uniquement. C'est-à-dire, tiens, ce qui manque à ces quartiers, c'est que ce n'est pas des véritables villes. Pour que ce soit véritablement une ville, il faut qu'il y ait tous les équipements à l'intérieur. Alors, on a installé l'annexe de la mairie, la MJC, le truc, la piscine, le machin. Mais on ne s'est pas rendu compte que, finalement, on crée le ghetto.
que les gens n'avaient plus aucune occasion de sortir, puisque tout était à l'intérieur. Mais c'est le choix qui a été fait par nos politiques pendant au moins 20 ans. Et aujourd'hui, j'en voyais le dernier ministre, ça passe énormément de temps, c'est refaire la géographie de la politique de la ville. On est toujours, c'est-à-dire le zonage, et puis on va flécher les financements. Je crois qu'on n'a pas à rougir des centaines de millions d'euros que notre pays a dépensés pour ces quartiers. Le problème, c'est que par rapport à tous les phénomènes de ghettoisation, de communautarisme, etc., on n'a rien enrayé du tout. Parce qu'il s'agissait toujours de financer des actions menées dans les quartiers, pour les gens des quartiers et par les gens des quartiers. Combien il me semble que la priorité aujourd'hui devrait être mise, non pas à permettre aux jeunes de fonder une entreprise dans le quartier, à soutenir ces jeunes dans l'insertion des entreprises en dehors, et de permettre à des gens de l'extérieur de monter des entreprises dans les quartiers. Mais cette idée, je dis, qui est vraiment ancrée dans la tête, puisque la dernière mesure du ministre de la Ville, c'est on va essayer d'aider les jeunes à monter des entreprises dans les quartiers. Comment on va s'en sortir si effectivement tout est dans le quartier? Donc je crois qu'une autre politique est possible, mais ça nécessite vraiment une conversion de mentalité. Alors, ça commence à avancer, faut dire, il y a des initiatives, on voit. Parce qu'on voit, si je prends l'exemple de la carte scolaire, la carte scolaire était une excellente mesure lorsqu'il y avait de la mixité sociale. Vous imaginez l'ancien Paris, Paris haussmannien, le grand immeuble, avec des gens très aisés au rez-de-chaussée, les plafonds hauts, des gens aisés, deuxième, troisième étage, et sous les toits, les familles des domestiques. Permettre à l'enfant d'un domestique d'être scolarisé avec le fils de l'avocat, c'est extraordinaire. Azouz Begag a réussi à faire sa carrière grâce à cela, grâce à l'école, grâce au fait que l'école lui ait permis de rencontrer. Et il dit effectivement qu'aujourd'hui, ce serait plus possible. On n'aurait plus d'Azouz Begag. Il aurait été scolarisé avec tous les communs du quartier. Mais cette carte scolaire, qui était une excellente mesure lorsqu'il y a mixité sociale, le problème de notre pays, c'est qu'on est toujours crispé sur les mesures, est devenue une terrible mesure lorsqu'il n'y a plus de mixité sociale. C'est-à-dire qu'on condamne tous ces gamins des quartiers, être scolarisés ensemble. On peut aussi avoir des ghettos de riches, tous les gamins vont être scolarisés ensemble. Comment ils vont apprendre à se connaître? À se découvrir, à voir que la différence enrichit. Voilà. Donc c'est comment essayer. Alors, il y a des efforts, la dernière intervention de Najat Belkacem sur essayant de réformer la carte scolaire. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est ancré, je veux dire, depuis que la politique de la ville existe, depuis les années 80, on est ancré dans cette idée du zonage. C'est-à-dire qu'on va flécher les financements sur ces zones qualifiées de sensibles, et on s'aperçoit que 30 ans après, cette politique n'a pas eu les résultats escomptés. Monsieur, vous aviez demandé la parole? Non? Ah non, vous tenez le micro. Alors, madame, et ensuite monsieur. Oui, bonsoir. J'ai autour de moi, comme chacun d'entre nous, une jeune enseignante qui est confrontée, non pas avec des problèmes avec les élèves, mais avec les parents qui viennent contester les notes qu'elle donne et qu'il faut absolument pas punir l'enfant, pas sanctionner. Enfin, si elle donne un effort supplémentaire, il ne le fera pas, de toute façon. C'est un gros problème pour les enseignants d'être à affronter la colère des parents par rapport aux notes des enfants. Oui. Je crois effectivement qu'un enjeu très fort, c'est d'essayer de recréer les conditions de l'alliance entre parents et enseignants. Conditions de l'alliance. Je pense que ce que les parents veulent, c'est le meilleur pour leur enfant. C'est aussi ce que l'enseignant veut. Combien c'est important de se le rappeler. Que lorsqu'il y a une rencontre parents-enseignants, de bien se mettre d'accord sur ce que l'on veut, c'est le meilleur pour l'enfant. Après, il va y avoir une lecture différente. C'est-à-dire qu'au niveau de l'enseignant, je mets une mauvaise note pour permettre à l'enfant de prendre conscience des efforts qu'il a à faire grâce à la sanction que je vais poser. Pour le parent, lui, c'est vécu autrement. Très souvent, c'est dire, on va mettre une mauvaise note, donc il va avoir un mauvais carnet, donc comme je n'ai pas confiance dans l'institution, à la fin, sur la base de ce carnet, on va faire l'orientation, et si c'est pour que mon gamin atterrisse en lycée professionnel, c'est ça qui habite. Si les parents réagissent, c'est pas qu'ils veulent défendre l'enfant, parce que je vois, mais ceux qui ont peur des conséquences. Donc combien c'est important, c'est de rassurer. C'est-à-dire que ce débat-là,
combien j'interviens beaucoup hein, sur le dialogue parents-enseignants des écoles en Seine-Saint-Denis, combien ce débat-là doit avoir lieu. Hein. Et, vous savez, je suis de ceux qui pensent, je crois qu'on fonctionne tous comme ça, qu'on est capable d'accepter une remise en cause que de quelqu'un dont on sent l'estime à notre égard. Sinon, on a tendance à sortir sa batterie de défense. Donc j'aime dire aux enseignants que lors d'une rencontre parents-enseignants, si dans votre tête, vous considérez que vous êtes face à un bon parent, et que si dans sa tête, le parent considère qu'il est face à un bon enseignant, c'est fou ce que le dialogue sera productif pour l'enfant. Donc combien d'avoir ce présupposé positif sur l'autre qui va permettre d'accueillir la remarque. Parce que sinon on va dans le procès. Donc effectivement, les parents qui pensent que les enseignants veulent enfoncer leur enfant et pas l'aider, et les enseignants qui pensent que les parents veulent enfoncer le gamin et pas l'aider. Or je pense que les deux veulent aider l'enfant. Il faut se le dire. Et qu'il n'y ait pas sur cette attitude de fond. Et puis la deuxième chose que je dis souvent, parce que j'interviens beaucoup dans la formation des jeunes enseignants. On disait, moi personnellement, j'ai eu la chance d'être un bon élève. Bon, mon parcours sans problème, du primaire jusqu'à l'école polytechnique. Si j'avais des enfants, mon statut ne me le permet pas, hein, mais si j'avais des enfants, je projetterais sur l'enseignant l'image de quelqu'un qui est là pour aider mon enfant. Je sais ce que je dois à mes enseignants, je sais ce que je dois à mes maîtres. Donc si j'avais des enfants, aussitôt je projette sur l'enseignant l'image de quelqu'un qui est là pour aider l'élève. Mettez-vous 5 minutes dans la peau d'un parent ancien mauvais élève. Il se pensait aussi intelligent que les autres, et à cause de cette P, point de suspension d'école, et de tous ces C, point de suspension de prof, qu'il a eu en face de lui, il ne racontait pas d'histoire, il les a eus. Il n'a rien réussi de ce qu'il espérait. Comment voulez-vous, à partir du moment où il devient parent, qu'il puisse projeter sur l'enseignant l'image de quelqu'un qui est là pour aider l'enfant? Il va falloir qu'il protège son enfant. Il protège l'enfant. Alors ça donne, alors Argenteuil, c'était même parfois caricatural. Hein. Vous voyez, effectivement, un gamin, c'est toujours après la rentrée en primaire, qui bouscule la maîtresse, qui se fait une entorse, et ce que la maîtresse supporte le moins, c'est pas tant la douleur que de voir le gamin qui rigole avec tous ses copains. Bon. Et donc, le père est convoqué le samedi matin. Oui, la directrice. Et la directrice, il dit, ben voilà, chose grave s'est passée. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben voilà, la directrice s'est fait une entorse. Il dit, vous me dérangez pour une entorse, c'est même pas une fracture. Vous me faites perdre une journée de travail. Moi, je sais, quand j'ai un gamin qui se fait une entorse, j'en fais pas toute une salade. Enfin, je dis, vous me faites perdre une journée de travail. Et la directrice de dire, eh ben voilà, donc il va être sanctionné. Il y aura 2 retenues. Ne regarde absolument pas, il y aura 2 questions qui fassent retenue. Hein. Il l'emmène sous le bras. Et bien sûr, tous les gens disent, comment voulez-vous que vous fasse avec un père pareil? Mais qu'est-ce qui se passait dans la tête du père? Il dit, mais pour moi, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par des retenues en primaire. Eh bien, maintenant que je suis devenu adulte, eh bien, j'ai pesé tout mon poids pour que ça ne recommence pas avec mon enfant. Donc vous voyez que, quelque part, cette attitude, qu'on pourrait juger complètement déplorable, en première lecture, en disant, qu'est-ce que... Hein, mais ce qui habite la tête du père, hein, c'est qu'il essaie de mettre toute son énergie pour que ça ne redémarre pas avec son gosse, comme ça a démarré pour lui. Bon. Et je disais à tous ces jeunes enseignants, la grande difficulté pour vous tous, c'est que vous tous, vous êtes globalement d'anciens bons élèves. Et que même s'il y a une matière où ça ne marche pas, vous avez de bons souvenirs de l'école. Bon, sinon, vous n'allez quand même pas choisir de faire carrière à l'école si vous n'avez pas de bons souvenirs de l'école. Bon. Alors, je veux dire que le dialogue avec les parents anciens bons élèves, ça fonctionne très bien. Mais là où vous vous trompez, c'est que vous imaginez dans vos têtes, vous voyez, que vous êtes tous investis par les parents d'une image de quelqu'un qui est là pour aider l'enfant. Mais je dis pas du tout. Ça dépend de l'histoire scolaire du parent que vous avez en face de vous. Parce que lui s'est construit une représentation de l'enseignant à partir de son histoire scolaire. Alors, si toutes ces choses-là ne se disent pas, bon, il faut te faire comprendre, il faut dire, attends, là, on parle de votre enfant, votre histoire, c'est votre histoire, mais il y a des tas de choses qui doivent être dites de manière à pouvoir effectivement établir ce dialogue. Sinon, on arrive à un dialogue de sourds, comme je vois effectivement de dialogue qui dysfonctionne. J'étais un jour au conseil d'administration d'un collège public, au titre de personnalité qualifiée.
conseil d'administration de mois de janvier, les enseignants. Alors tous les parents qu'on n'avait pas besoin de voir, ils sont venus. Alors tous ceux qu'on aurait voulu voir, hein, parce qu'on a des choses à dire, hein, ils ne sont pas venus. Moi, je dis, écoutez, vous savez, moi je suis libre d'aller dans un lieu ou de ne pas y aller. Je sais que si je vais dans ce lieu, c'est pour me faire engueuler. Croyez bien que si je suis vraiment libre, j'y vais pas. Et je voyais des enseignants qui étaient capables de placer des parents à la place des enfants dans la classe, donc le maître ici, et puis les parents, pour tous les parents qui ont de bons souvenirs de l'école, c'est pas un problème. Au contraire, ça les amuse. Mais pour les parents qui ont un mauvais souvenir de l'école, rien que les disposer ainsi, mais ça crée une agressivité extraordinaire. Et qu'on replace le parent à la situation d'élève, avec l'autre qui fanfaronne. Et je veux dire qu'il y a tas d'enseignants qui ne sont pas formés à cela. Ils ne sont pas formés à la relation avec les parents, et en se disant que dans la relation avec les parents, il faut être quand même persuadé que ce que veut le parent, c'est le meilleur pour le gosse. Alors, il peut exister quelques parents pervers, mais c'est vraiment très rare. Moi, dans mon métier d'éducateur, on va rapporter 2 ou 3% vraiment des parents qui ont des difficultés psychologiques, ils vont se réjouir que le gamin réussisse pas, mais la majorité des parents, ce qui les guide, c'est qu'ils veulent le meilleur pour l'enfant. Bon. Alors ils vont se battre, ils ne rentrent pas dans telle orientation, mais comment faire découvrir, dialoguer, en disant que nous aussi, enseignants, on veut le meilleur pour l'enfant. Donc on devrait arriver à se mettre d'accord. Mais ce qui me paraît important, c'est que dans ce dialogue, chacun soit persuadé que l'autre veut le meilleur pour l'enfant. Et que si on est tous les deux persuadés de cela, eh bien on arrivera à expliquer nos positions, à arriver à se mettre d'accord. Parce que ce dont l'enfant a besoin, c'est que ses parents et ses enseignants soient d'accord. Mais ça nécessite de construire l'alliance. Voilà comment je répondrai. Mais je sais effectivement combien de jeunes enseignants aujourd'hui sont un peu en difficulté, avec un certain nombre de parents qu'ils rencontrent. Oui, bonsoir. Je reviens sur ce que vous disiez à propos de la mixité, des sorties de ghettos, de quartiers, etc., etc. Est-ce que vous pensez que la construction et le service militaire allaient dans le bon sens? Oui. Mais reconnaissons que sur la fin, tel n'était plus le cas. Sur la fin, tel n'était plus le cas, parce que, l'armée n'arrivait plus à occuper de manière utile tous les gens qui étaient conscrits, et que, 2, les personnalités les plus problématiques au niveau du comportement n'étaient pas acceptées, et qu'au niveau des milieux aisés, on pouvait se faire dispenser. Donc, sur la fin, ce grand rêve d'une mixité sociale, sur la fin du service militaire, reconnaissons que tel n'était plus vraiment le cas. Je connais des tas de jeunes du quartier posent tel problème lors des journées qu'ils étaient écartés, et je connais des gens de milieu très aisés qui arrivaient à avoir tout un argumentaire qui était écarté. Mais en tout cas, cette idée de vérité. Alors moi, je pense que l'erreur que l'on a fait, c'est de ne pas... je comprends effectivement avec la professionnalisation des armées, avec le fait que des parents ne pensent plus possible d'envoyer comme ça leurs gamins sur le front, qu'on aurait dû remplacer le service militaire par un service civil, peut-être plus court, peut-être, et que là, le fait d'avoir supprimé sans aucune solution de remplacement, alors un certain nombre de politiques veulent remettre les choses en place, mais c'est compliqué. Mais je crois effectivement, moi je disais dans un de mes ouvrages, si au moins on obligeait un mois, et que durant les vacances d'été qui suivent les 18 ans, que tous les garçons, toutes les filles passent 2 mois d'été au service d'une tâche sociale. Sans exception. Ça pénalise pas les études, ça au lieu d'aller faire un petit boulot pour gagner de l'argent, au lieu de partir en vacances, et bien voilà. Combien ce genre d'expérience, mais si vraiment ça s'adresse à tous, c'est vraiment tous les garçons, toutes les filles, me paraîtrait quelque chose qui me paraît réaliste d'un point de vue économique. Après, c'est aussi des finances. Mais en tout cas, ce que je regrette beaucoup, la décision du président Chirac, et pourtant un certain nombre m'avaient alerté, c'est de ne pas avoir pris le temps de se dire, bon, il faut qu'on supprime le service militaire, c'est plus possible. L'armée n'arrive plus à occuper les gens, elle se professionnalise. Mais prenons le temps de penser à la solution alternative plutôt que de supprimer et puis de rien mettre à la place. Et là, je trouve que nos politiques ont commis une grave erreur, de ne pas avoir pensé à une solution de substitution. Oui. Oui, allez-y, monsieur. Ensuite. Je crois la grande difficulté pour aujourd'hui de croire à la fraternité universelle, c'est très exigeant. C'est 2 choses, à mon avis, parce que j'ai expérimenté moi-même. Sortir de son milieu social et remettre en question les convictions. Parce qu'on est obligé de prendre en compte l'autre. Nous, on a été le grand privilège
des vrais Tobinovi de Noisy-Grand des Quêtes et des Carmondes, et j'étais visiteur de prison 10 ans au Darcy. C'est simplement pour dire que j'ai essayé de comprendre les mécanismes d'exclusion. Mais alors, mon problème, ça a été depuis 45 ans que j'habite sur la ville nouvelle de Saint-Quentin, de faire partager ces convictions. Alors là, il y a des blocages immédiats. Et le principal, à mon avis, je peux avoir tort, c'est celui du pouvoir et du blocage de pouvoir. On ne veut pas être emmerdé par ceux qui remettent en question ou qui posent des questions, même si on essaye d'être respectueux. Là, avec mon ami Yaya qui est là, on essaye de dire, d'envoyer un papier que j'ai là, pour sauver la fraternité, sortons de nos ghettos. Et on ne sait pas si on va avoir des suites. Bon. Mais je crois que la foi, c'est croire que ça ne nous appartient pas. Oui, je partage. Hein. Moi, ce que je dis souvent au niveau des jeunes, hein, c'est qu'à chaque époque, on a quand même toujours eu des jeunes qui ont été capables de bâtir des ponts là où des adultes avaient creusé des fossés. Et que bon nombre de chefs-d'œuvre de la littérature européenne, que ce soit le Cid, soit Roméo et Juliette, sont fondés sur cette problématique des jeunes capables de bâtir des ponts là où les adultes ont creusé des fossés. Et là où je trouve que nous avons une grande responsabilité, c'est de maintenir cette espérance-là dans notre jeunesse. Ce qui me désole le plus, moi, parfois, c'est lorsque je vois que ce sont des jeunes qui intègrent que les fossés creusés par les adultes sont infranchissables. Alors là, je trouve que c'est pire chose. Qu'on établisse au moment des fossés, les conditions, et comme vous dites, c'est normal, on ne se met pas en cause. Mais ce qui me paraît urgent quand on est éducateur, c'est de maintenir toujours vive l'espoir, l'espérance dans notre jeunesse, de la capacité qui sera leur de pouvoir bâtir des ponts là où les adultes ont creusé des fossés. Et ce qui me désole le plus, c'est quand j'entends des jeunes qui, des fois, reflètent le discours de leurs parents, sur lesquels on a éteint cette espérance. Qui pensent qu'effectivement, et de voir cette fracture qui commence à partager le monde des jeunes, alors que, je veux dire que, je ne sais plus qui disait, hein, quand on a 17 ans, si on n'a pas envie de changer le monde, à 17 ans, on se prépare une existence médiocre. Si un ado à 17 ans n'a pas envie de changer le monde, il se prépare une existence médiocre. Bon. Et je crois qu'il faut qu'on soit tous convaincus. L'important, c'est qu'au niveau de nos ados, que même si nous pensons la tâche difficile, qu'on puisse toujours faire passer ce message, qu'elle n'est pas insurmontable, et qu'eux sont peut-être appelés à réussir là où nous avons échoué. Et ce message-là, je pense que nos jeunes l'attendent. C'est-à-dire que sortir des ghettos, c'est pas facile, et nous, adultes, avec le réalisme d'adultes, on peut aligner, mais au moins de maintenir vive chez notre jeunesse. Mais ce qui nécessite qu'ils apprennent à se connaître. Je dis ce petit exemple, il m'arrive des fois de prêcher des récollections de profession de foi. Et souvent, à la fin, on passait 3 jours ensemble, des gamins de 5e, le discours que je retiens, c'est celui-ci. Je dis, voyez, on a passé 3 jours assez extraordinaires, des amitiés se sont nouées. Mais je vous préviens, à partir de maintenant, tous les adultes, vos parents, vos enseignants, vos éducateurs, vont se liguer ensemble, de manière à ce que celui d'entre vous qui ira en seconde générale ne rencontre plus jamais sur sa route celui d'entre vous qui sera apprenti boucher. Tout va être fait par tous les adultes. Et que si vous voulez rester amis, ça va être un combat prodigieux. Si vraiment vous décidez, parce qu'en 5e, ils sont encore un peu mélangés. Si vraiment vous décidez de rester amis, ça va être un combat prodigieux contre le monde adulte. Parce que tout le monde va s'y mettre. Un gamin qui sera à lycée Hoche ne rencontrera plus jamais le gamin qui travaillera comme apprenti boucher, peut-être même sur la boucherie du quartier. Et ça, combien ça me paraît important. C'est-à-dire que si nous n'avons pas vraiment réussi à relever, on a réussi d'autres choses, mais à relever ce défi psychosocial avec ses erreurs de
politique de peuplement que nous avons menée, combien il me paraît important de maintenir vive l'espérance de nos jeunes de pouvoir effectivement avancer sur ce chemin-là. Parce que voilà, soit on se crée une France avec des ghettos de riches d'un côté et des ghettos de pauvres de l'autre, soit on continue de croire en la capacité de construire une république où la fraternité est la valeur sur laquelle sont assises toutes les autres. Alors justement, au début de votre conférence, il y a eu un grand moment sur TF1 avec M. Blanc donnant la composition de l'équipe de France pour l'Euro 2016. Il a dévoilé en ligne, en live, comme on dit, les 23 joueurs et les 23 assistants. Alors, bien sûr, le présentateur lui a dit, mais enfin, M. Blanc, comment vous avez fait pour choisir? Est-ce que vous avez choisi la qualité intrinsèque de chaque individu ou d'autres paramètres un peu plus subtils à gérer? Il me dit, moi, ce qui compte, c'est à la fois la qualité de l'individu et sa capacité à entrer en relation honnête pour faire gagner tout le monde. Alors, la question, c'est comment, pour rebondir sur la question du service militaire, la difficulté en politique, c'est de prendre des grandes décisions qui s'appliquent à 60 millions de personnes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ce que vous avez dit? Vous vouliez faire une expérience sur 250 cas, ou 150 c'est devenu 5 et ça a été viré à la trappe. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, sur certaines régions, départements, je ne sais quoi, de lancer carrément une expérience de ce genre sociétal tel que vous avez décrit pour combiner à la fois la qualité des individus intrinsèques et leur qualité relationnelle? Oui, je le crois tout à fait. Je le crois tout à fait. Et combien d'être dans une logique d'expérimentation, parce qu'il y a des initiatives ici ou là qui sont formidables. Et je crois que, en ce moment, je trouve que notre école va très mal. C'est absolument pas une critique des enseignants. Je les trouve admirables. En ce moment, ceux qui vont avoir un groupe de 25 gamins, tels ceux que je connais, face à eux, dans une classe, essayer de tenir une matière, je les trouve admirables. Donc, ce que je trouve désolant, c'est par rapport à cette force de générosité. Et je veux dire que les jeunes enseignants, j'ai beaucoup d'admiration pour eux, parce qu'aujourd'hui, choisir ce métier, c'est pas un métier vraiment reconnu socialement, c'est pas un métier reconnu financièrement, un plombier gagne plus que celui qui... Bon. Et se dire, ils sont là. Mais se dire, avoir un tel système, c'est que l'éducation nationale est, je crois, devenue la première institution mondiale depuis l'effondrement de l'armée rouge. Il y a peut-être juste l'armée chinoise qui commence maintenant à la dépasser. Mais un ministre et 1 250 000 fonctionnaires, il n'y a plus que l'éducation nationale. Il n'y a plus que. Je vous dis, il y a peut-être l'armée chinoise qui maintenant. Avant, il y avait l'armée rouge qui était. Même la plus grande industrie automobile, je crois que c'est 600 000 salariés. La plus grande banque dans tous les pays du monde, je crois que c'est 800 000 salariés. L'éducation nationale est la première institution mondiale. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui pensons que ça peut marcher. Un ministre et 1 250 000 fonctionnaires. Avec un taux, ce qui est extraordinaire, c'est que parmi ce 1 250 000 fonctionnaires, il n'y a que 850 000 enseignants. Il faut 400 000 qui font partie de la maison pour faire tourner la maison. Vous dire, la déperdition d'un tel système. Je crois qu'il n'y a que 800. Bon. Pour un résultat, je vous dis, on est le 5e pays au monde en termes de dépenses pour notre école, en termes de pourcentage PIB. Au classement PISA, on dégringole d'année en année. On est entre la 22e et la 27e place selon les disciplines. Et là où on est le plus mauvais, c'est l'incapacité de l'école de rectifier les inégalités sociales. On est 35e sur 37. 35e sur 37. L'école la plus mauvaise dans tous les pays concernés par cette étude, en termes d'une école qui permettrait à un jeune défavorisé de pouvoir regrimper l'ascenseur social. Donc, et je crois effectivement qu'on ne peut pas la réformer par le haut. C'est comment ces expériences laisser plus de liberté. Participer à un colloque à l'Assemblée nationale sur l'espérance banlieue, voilà, d'essayer d'avoir des initiatives pour montrer que c'est possible de faire autrement. Déjà, le directeur serait capable de recruter son équipe, ça serait germaine des choses. Si on veut que ça marche, il faut que le directeur soit capable de recruter son équipe. C'est le principe de management de base. Bon. Un système où le pauvre directeur apprend le jour de la rentrée et qu'elle va faire partie de son équipe, c'est injouable. Quel chef d'entreprise serait là en disant, bon, 3 jours avant la rentrée, je vais savoir quels sont mes cadres. Ah ben tiens, c'est toi, ah ben oui, j'ai débuté là, ça fait 5 ans que j'ai demandé. Ah ben toi, ah ben non, moi je fais... C'est ahurissant. C'est un système ahurissant. Et effectivement, je pense que ceux qui connaissent le mieux la réalité des problèmes des membres qui sont en face d'eux
C'est effectivement les principaux qui sont des gens de grande qualité, hein, les principaux de collège, les proviseurs, faire tenir l'édifice, mais combien il s'agirait de redonner, effectivement. Et au nom de l'égalité, c'est ça qui est terrible, c'est que cette espèce d'idéologie égalitaire, hein, vous vous souvenez de la thèse de Munk, hein, la machine égalitaire, c'est qu'une institution qui fonctionne à l'idéologie égalitaire est l'institution la plus inégalitaire qui soit. Parce qu'en fait, les gamins sont différents, on ne peut pas le voir. Dès l'arrivée en maternelle, entre le gamin qui, entre 0 et 2 ans, a été stimulé par l'entourage à jouer à le grand frère, et le gamin entre 0 et 2 ans a été placé devant le poste de télévision. Les différences sont énormes. Mais on ne veut pas voir. Ils sont tous pareils. Ils ne sont pas pareils du tout. Et on pense que sauver l'égalité, c'est enseigner la même chose de la même manière partout. Alors des fois, c'est même ahurissant. J'étais en Guyane. Les professeurs qui viennent de métropole, on avait un gamin qui connaît la forêt, mais il faut voir, il est capable de deviner le temps, de reconnaître tous les insectes. Il avait 2 sur 20 en sciences de la nature. 2 sur 20. Prof de la métropole, il a même mettre 2 sur 20. Parce qu'il n'avait pas répondu. On s'est dit, c'est quand même ahurissant. Le gamin qui a une connaissance de la nature, il faut voir comme. Ah ben non, les critères de la métropole, égalité du système, c'est le même devoir que ce qu'on fait avec nos petits parisiens. On corrige pareil, et ça fait 2 sur 20. Le gamin qui aura pu apprendre, mais bon. Je veux dire, il faut arrêter ce système-là. Là, c'est vraiment. Vous allez dans les dom-toms, là, c'est la caricature, quoi. Et les profs sont payés presque 2 fois plus cher qu'en métropole pour faire ça. 2 fois plus cher. Pour réussir à mettre 2 sur 20 un gamin qui connaît la forêt comme sa poche, quoi. Autre chose au niveau de l'école. Je n'arrive pas à comprendre que notre République oblige tous les enfants qui souhaitent apprendre l'arabe à aller à la mosquée, avec comme support le Coran. Je ne comprends pas. On peut apprendre le russe, le japonais, le chinois, on ne peut pas apprendre l'arabe. Dans nos quartiers, il y aura une première langue arabe, on va avoir une classe où il serait bon, il sera meilleur que les autres. Ah ben non. C'est ahurissant. Et c'est notre République. À Argenteuil, il y a 1200 gamins qui fréquentent la mosquée pour apprendre l'arabe. Et tous apprennent l'arabe en apprenant par cœur le Coran. Comment se fait-il que l'éducation nationale ne soit pas capable de mettre des cours d'arabe, avec comme support des textes d'Averroès, de ces grands penseurs musulmans? Ah non, c'est un scandale. Ah non. C'est le système d'en haut. Je pense qu'on aurait une latitude. Je pense qu'un proviseur à Argenteuil, tout de suite, il se dirait, tiens, je vais mettre l'arabe comme langue possible. Donc, comment, effectivement... Le pire, vous savez, c'était la fameuse idée, au moment où j'ai travaillé sur ces questions, du gamin qui avait poignardé un prof. Moi, je pense que... Vous voyez, c'est un gamin qui avait été sanctionné, lui considéré de manière injuste. Je pense que ce gamin-là aurait eu une personne à qui parler entre le moment où il est sorti du collège la veille, 16h30, et le moment où il est rentré à 8h avec le couteau pour aller poignarder le prof. Il aurait eu une personne à qui parler. Une personne. Je pense qu'on aurait évité le coup de couteau. Que le gamin puisse exprimer son ressenti d'injustice. Et personne. Le milieu familial ne le permettait pas. Le père était absent, la mère était prise par tous ses... Il s'est retrouvé tout seul à la maison. Il a tourné dans sa tête. Et traité par l'éducation nationale, c'est remonter là-haut, et la descente, c'est on va installer des portiques à l'intérieur des... Je ne sais pas si vous imaginez, heureusement, il faut déjà le faire. Quand il y a 1200 lycéens passés dans le portique, on dit, ah, mais attends, ça sonne, ah bah oui, mais j'ai mon compas, ah, ben enlève ton compas, ah, mais ça sonne. Faire ça, enfin, mais je veux dire, comment effectivement, alors qu'à la base, on se dirait ce qu'il faut, c'est effectivement développer l'écoute. Comment se fait-il que ce gamin-là ait pu sortir de l'école avec tout ça sur le cœur et revenir le matin avec aucun adulte à qui parler de ce qui s'est passé? Je pense que ce serait ça le problème. Ah ben non. Et à un moment, une directive était venue, bien sûr, ça n'a pas pu se mettre en place, hein, mais la directive était parue, hein, qu'on allait installer des portiques. J'ai entendu ça à la radio, hein, c'est des portiques à l'intérieur. Quand vous voyez le temps que vous mettez pour prendre l'avion, vous dites... si 2 fois par jour, le matin et à 14h, tous les gamins doivent passer par le portique, enfin, je veux dire, ça va réduire singulièrement la durée des cours, quoi, hein. Comment, effectivement, essayer dans notre pays de partir des expériences qui se mènent, comme vous le dites, de donner plus de pouvoir aux régions. Alors peut-être que la décentralisation des universités, voilà, va commencer à ouvrir la voie. Hein, et se dire que ça va peut-être déteindre ensuite sur les lycées, et puis pourquoi pas après sur les collèges. Hein,
Autre chose qui est scandaleux dans l'école, c'est que sur les 150 000 gamins qui sortent de l'école sans aucune qualification, 80 000 ne maîtrisent pas les apprentissages fondamentaux, lecture, écriture, calcul. Je dis souvent, quel chef d'entreprise automobile, serait obligé de rappeler 150 000 voitures sur les 750 000 qu'il produit chaque année, ne se poserait pas immédiatement des questions sur son processus de production. Eh ben non. Et la seule demande de l'éducation nationale, c'est continuer à nous donner plus pour pouvoir faire pareil. On n'arrive plus à faire cours à 30, donc il faut qu'il soit 25, ça coûte plus cher. Maintenant, on n'arrive plus à faire cours à 25, donc il faut qu'il soit 20, ça va coûter encore plus cher. Bon. Et que tous les fonds, le nombre d'élèves a diminué, le nombre d'enseignants a augmenté, et le budget n'a cessé d'augmenter. Mais toujours pour faire pareil. C'est-à-dire que la logique, c'est donnez-nous plus pour faire pareil. Le prof qui... Et de se dire que, quand on regarde ces 80 000, toutes les études montrent que le gamin qui rentre en 6e sans maîtriser lecture, écriture, calcul, sort du collège sans maîtriser lecture, écriture, calcul. Parce que nos enseignants de collège n'ont pas cette compétence-là. Donc, tous les gamins qui rentrent au collège et qui ne maîtrisent pas lecture, écriture, calcul, sortent du collège, en 5e, 4e, 3e, on se dit, mais c'est un gâchis mais considérable. Comment, effectivement, que s'il y avait un principal qui se rend compte de ça, se dirait, tiens, il faut que je fasse quand même une section, que je recrute un instituteur, même si c'est le collège, et puis que les gamins de 6e, avec l'instituteur, ils commencent à essayer de réviser leur base. Mais tout ceci, quand vous discutez avec les proviseurs, les principaux, ils le voient. Quand vous discutez avec nos idéologues du Grenelle, ils ne voient rien du tout. Bonsoir. J'ai une double question partant de la question du zonage. Vous avez parlé de la politique qui fait qu'on reste chacun à son coin. Moi-même, je travaille dans le dialogue interculturel et j'ai donc deux questions. La première, c'est comment se donner envie d'aller vers celui qui est différent. D'abord, on a des vies très chargées, c'est plus confortable de rester avec des gens qui ont le même niveau social, le même genre de préoccupation, le même genre d'intérêt. Donc nous, on bute dans le dialogue interculturel, viennent ceux qui sont déjà un peu convaincus, alors qu'on devrait donner envie à tout le monde d'aller vers celui qui est différent. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est que dans nos espaces de dialogue, on a souvent la question, oui, c'est bien de parler, mais enfin, il faudrait faire des choses ensemble. Et faire des choses ensemble, on en est toujours resté là. On ne sait pas quoi faire ensemble, parce que finalement, là aussi, on a chacun nos habitudes, nos intérêts, voilà. Oui, je suis complètement d'accord là, sur cette deuxième question. On parle beaucoup du vivre ensemble. La question qui se pose dans notre pays, c'est le construire ensemble. C'est-à-dire, quel projet pour notre pays, d'avoir un politique qui vise à avoir un véritable projet, à faire partager par l'ensemble des citoyens et que tout le monde apporte sa pierre. Et que vous avez raison, que le vivre ensemble, c'est simplement pour vivre les uns à côté des autres, c'est dans l'action partagée que véritablement les liens vont se solidifier. On se rend compte d'ailleurs, je faisais cours ce matin sur l'histoire des banlieues. Parce que dans les années 60-75, nos quartiers ne posaient aucun problème. Aucun problème. Les gens gardent un souvenir merveilleux de ces années passées. Et je disais qu'entre les années 60 et 75, lorsque le papa allait à l'usine tous les matins, la maman découvrait le confort moderne, les enfants fréquentaient une école qui était signe de promotion sociale, il y avait des commerces, fermaient leurs commerces dans le centre-ville pour aller s'installer en bas des tours. Les grandes surfaces n'existaient pas. Il y avait bien plus de délinquance en ville que dans les quartiers. C'est-à-dire que toujours il y a délinquance, c'est bandes de blousons noirs. Mais rarement, ils allaient opérer leur délinquance, il y avait de la richesse. Je n'ai pas l'idée de ces gamins d'aller casser la brébus, en laquelle la maman ira faire ses courses demain. Bon. Donc, pendant 15 ans, c'est vrai que ça fonctionnait sans aucun problème. C'est là où je dis les politiques ont fait une grave erreur en pensant que c'est un problème d'urbanisme. Et que la dégradation a été de pair avec le chômage. C'est-à-dire que l'usine était un formidable vecteur d'intégration. Lorsque l'ouvrier maghrébin, l'ouvrier malien, l'ouvrier francilien fréquentaient chaque jour les mêmes chaînes de production, les mêmes vestiaires, les mêmes activités syndicales, ils apprenaient à se connaître. Alors que lorsque cette population est arrivée au chômage, c'est vrai que lorsqu'il s'agit de partager notre temps de loisirs, eh bien on va plutôt choisir des gens qui ont les mêmes goûts, les mêmes pôles d'intérêt. Et c'était le début du communautarisme. Le communautarisme, c'est pas quelque chose... J'entends des politiques qui poussent des cris d'orfraie, mais ça me paraît complètement normal.
moi, personnellement, j'ai un handicap dans ma vie, c'est que je maîtrise très mal les langues étrangères. Je suis assuré que lorsque je vais faire une conférence à l'étranger, que je dois lire mon texte, et puis après essayer de comprendre les questions qui me sont posées, je peux vous assurer que le soir, j'aime bien aller boire une bière avec des copains français. C'est pas que je promeus le communautarisme, mais c'est que ça est à l'époque qu'effectivement, pouvoir discuter, blaguer, etc. Donc, alors, comment effectivement retrouver cette notion du faire ensemble? Et je crois qu'au niveau des jeunes, c'est ça qui est important. Des fois, c'est quelles activités parfois promouvoir ensemble. Et je veux dire, ça doit être un de nos soucis. On voit quand même, le football peut être quand même un bon exemple, et tant d'autres activités, mais de permettre à nos enfants, parce que moi j'ai envie de dire, c'est un peu ça notre responsabilité, j'espère que Semaine sociale sortira avec des pistes, c'est que face à cette difficulté qui a été la nôtre, avec cette situation de crise, qu'on a cru que c'était une crise, et puis ça dure, et puis on n'a pas pris la mesure, parce que tant que c'était une crise, mais d'attendre que ça se passe, quoi. Et puis se dire, si nous on n'a pas réussi, au moins permettons à nos enfants de relever ce défi. Et on ne leur permettra que si on leur donne l'occasion d'apprendre à se connaître, plutôt qu'à se faire peur. Voilà, donc je dis, ça va être une priorité pour nous, d'essayer qu'eux puissent mener des expériences de camp, des expériences de chantier, des expériences sportives, où effectivement ils puissent rencontrer d'autres, parce que vous avez raison, je crois que c'est le construire ensemble. La première question, donc ça c'était la deuxième, sur le construire ensemble. La première c'était sur le donner envie. Voilà, donner envie. Je crois que naturellement l'enfant est curieux, enfin je veux dire, on voit, après c'est comment maintenir cette curiosité par rapport à celui qui est différent. Et je pense que parfois nous adultes on fonctionne un peu comme des étouffoirs par rapport à cette curiosité des enfants. Parce que on le voit dans nos écoles primaires, au début, ces enfants qui se découvrent, enfin, je veux dire, ça pose pas problème. Bon. C'est comment maintenir, leur faire découvrir, moi je dirais à l'âge de l'enfance, où le regard de l'autre n'est pas encore tout important, qu'ils prennent cette habitude. Et puis après que des amitiés s'installent de manière durable. Je crois que mais je pense qu'à l'âge de l'enfance, il y a toujours une curiosité de l'enfant pour celui qui est différent. Alors ça peut faire peur aussi, donc, je vois, par rapport au handicap, ou par comment là notre rôle d'adulte, d'apprendre qu'on s'enrichit de la différence. Enfin, ça pour moi, je le mettais comme première ligne du quai à la fraternité, c'est de faire partager cette conviction que c'est toujours la différence qui nous enrichit. Bien, monsieur. Bonsoir à toutes et à tous. Une toute petite chose. Je me permets simplement, pour les personnes qui ont des contraintes qui doivent partir, de ne pas oublier les corbeilles qui sont à côté de la porte, parce qu'il y a tout de même des frais divers et variés. Et donc, voilà, je le redirai tout à l'heure, mais je préfère le dire dès maintenant, parce que, effectivement, je peux comprendre que certains d'entre vous aient des contraintes. Je vous en prie. Et donc, Louis Keba de Amis des Yvelines du 78. Donc, venant d'une civilisation orale où la parole est très importante, je crois que vous avez évoqué tout à l'heure sur la façon de se parler, est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui de réfléchir à la façon de réhabiliter la parole qui a été humiliée? Et les médias de ce côté-là, ils sont pour beaucoup, c'est qu'on parle n'importe comment. Finalement, plus on parle, comment dire, simple, gros mots, plus ça passe. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire de ce côté-là? Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, finalement, il n'y a plus de service militaire. Le service civique est balbutiant. Est-ce que le scoutisme ne serait pas un relais, un levier pour redonner le goût de la nature, de la transcendance et du partage? Je partage complètement votre avis sur le langage. Moi, je sais que je m'étais vraiment engueulé avec Fadela Amara lorsqu'elle avait fait une sortie en prenant le langage banlieue. J'ai dit, mais attends, si toi qui es ministre, tu parles comme eux, mais on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Et combien, effectivement, là aussi, des fois, de s'extasier, enfin, moi, je voyais à Verdun, je n'ai peut-être pas tous les éléments pour comprendre la décision du maire, mais je veux dire, pour faire jeune, donc pour commémorer les morts de Verdun, on va inviter un groupe de rap qui parle n'importe comment, enfin, je veux dire, on dit, attends, mais est-ce que tout ça pour faire jeune, enfin, je veux dire, est-ce que c'est vraiment judicieux? Donc, réhabiliter la parole, vous savez, toutes les études que j'ai faites sur la violence, on peut établir une corrélation entre le niveau de violence d'un enfant, d'un adolescent et son niveau de vocabulaire.
Une étude a été menée dans les quartiers de mineurs des grandes prisons parisiennes, Bois d'Arcy, Fleury-Mérogis et Osny. Moyenne de vocabulaire 400 mots. Et tous ces jeunes incarcérés, 400 mots. On dit pas grand-chose avec 400 mots. Et lorsqu'on n'a pas les mots pour dire, eh bien, c'est la violence qui vient. Donc, réhabiliter la parole. Et c'est ce qui est terrible. Une réflexion d'Alain Bentolila, je travaille beaucoup avec Alain, question de langage, qui disait aujourd'hui, un vrai problème dans nos écoles de quartier, lorsqu'un garçon se met à bien parler le français, la remarque de ses copains, c'est dire tu parles comme une fille. C'est vraiment pas valorisant quand on est garçon. Vous avez 13 ans, il parle correctement, la remarque, toi tu m'as parlé comme une fille. C'est ahurissant. Parce qu'on sait effectivement que nos filles, ce que je disais sur la scolarité, c'est surtout valable pour les garçons. Parce que pour les filles, il y a un autre enjeu. Parce que on le voit dans le service de soutien scolaire. Pour le garçon, fin de collège, soit il va au lycée, il garde ses copains, soit il va dans la rue, il garde ses copains. La fille, soit elle va au lycée, elle garde son réseau de copines et garde une certaine autonomie dans sa vie quotidienne, soit elle ne va pas au lycée et elle est condamnée aux tâches domestiques. On ne va pas laisser partir, traîner dans la rue pendant la journée, elle va aider maman. Bon. Donc il y a un véritable enjeu de scolarité pour les filles. Il faut voir, nous, à l'approche de la fin de troisième, on voit toutes nos filles qui préparent l'entrée en seconde, donc les garçons... bon. Donc elles sont bien meilleures. D'ailleurs, on le voit au niveau même des ministres. Quand on prend les ministres issus d'immigration, les personnes qui ont des vraies responsabilités, c'est que des femmes, qui ont la justice, le travail, l'éducation nationale. Le seul homme, il est secrétaire d'État aux anciens combattants, j'ai rien contre. Mais je veux dire, on voit quand même que, côté homme, la responsabilité, c'est le secrétariat d'État aux anciens combattants. Parfois politique de la vie. Ceux qui ont des vraies responsabilités régaliennes, Rachida Dati, Najat Belkacem, on pense qu'on veut de leur travail de ministre, mais en tout cas, voilà, et ce sont que des femmes. On voit bien que, bon, donc réhabiliter le langage. Alors après le scoutisme, oui, pour moi c'était formidable et je me bats depuis. J'ai été à l'initiative des groupes plein vent au départ, c'est-à-dire d'essayer d'ouvrir des groupes scouts dans ces quartiers. On sait que c'est un combat qui continue d'être mené, parce que je dirais que les jeunes qui ont peut-être le plus besoin du scoutisme, c'est sans doute ces jeunes-là. Et que Baden Powell, lorsqu'il a fondé le scoutisme, c'était avec les gamins des banlieues de Londres, enfin je veux dire. Mais combien un peu, là encore, le scoutisme un peu, je ne peux pas dire dérivé, je me réjouis, mais que très souvent on est dans une logique où ceux qui ont beaucoup, encore plus, quoi. Bon, quand on regarde la composition sociologique des scouts, on s'aperçoit que majoritairement, c'est quand même plutôt classe moyenne, classe aisée. On peut dire, c'est des... Et c'est pareil au niveau des voyages scolaires, c'est ça qui est terrible. Ceux qui auraient le plus besoin de voyages scolaires, ce sont ces gamins de ZEP. Il n'y a plus aucun prof qui sent le courage d'en organiser. Parce que, il dit, si le gamin tire le signal d'alarme, c'est moi qui vais être responsable. Et on s'aperçoit que les voyages scolaires, les lycées internationaux, lycées européens, etc., ils partent en voyage tout le temps. Ils pourraient déjà le faire avec les familles, mais en plus l'école le propose. Et les gamins, là, je vois Argenteuil, il n'y a aucun prof qui va prendre la responsabilité d'emmener en sortie ces gamins. Et je dis, celui qui a une connerie, c'est moi qui vais au tribunal. Au moins, ils sont dans la classe, ils font le bazar, mais au moins, ma responsabilité ne peut pas être engagée. C'est terrible, quoi. C'est-à-dire que plus on a un système qui est toujours à favoriser ce qu'on puisse, quoi. Et combien au niveau du scoutisme se battre pour que, effectivement, et que le regard aussi, que les gens se disent... moi, je me souviens, donc, on avait monté un groupe scout à Chanteloup, on avait fait un rassemblement dans les Yvelines, on avait voir le regard de certains jeunes, ils disaient, mais ça, attends, c'est pas des vrais scouts, ça. Attendez, accueillons-les comme scouts, et puis faisons des choses ensemble, et puis... et des parents commencent à se poser des questions. Non, il vaut mieux que j'aille le mettre dans des groupes où là on est sûr qu'il n'y aura pas de jeunes comme ça. Combien ce combat pour la mixité sociale, parce que je disais dans un de mes ouvrages que la mixité sociale c'est un peu comme l'autoroute. Tout le monde les juge indispensables, mais personne veut qu'ils traversent son champ. C'est-à-dire que ça va pour les enfants des autres, mais pour mes gamins, le risque qui risque. Donc, comment effectivement avancer dans... Bien, oui, moi j'ai une question par rapport à... Il y a Bianca, dernière question, parce que, voilà, leur tour. Allez-y, madame. Oui, par rapport aux enfants, comment apprendre aux enfants à utiliser Internet et à se comporter sur les réseaux sociaux. Parce que, enfin, on voit, nous on a des très jeunes enfants qui savent déjà très bien utiliser tous les moyens modernes, et c'est vrai qu'on ne peut pas
l'école leur demande d'utiliser ces moyens, donc comment savoir en tirer le meilleur et qu'ils ne soient pas confrontés à des choses qu'ils ne devraient pas voir ou entendre et dire eux-mêmes des choses qu'ils ne devraient pas dire ou faire. Ouais. Oui, vous savez, c'est assez merveilleux, hein, ils aiment bien. Hein. Moi, je trouve que ces outils, quand je vois que le lycéen d'aujourd'hui a accès dans sa chambre à la bibliothèque de l'ensemble du pays, moi je me souviens quand j'étais lycéen, il fallait que je fasse la queue à la bibliothèque municipale, puis si par malchance le bouquin était emprunté, il fallait que je revienne la semaine suivante, après que je lise tout le bouquin pour trouver la citation en rapport avec mon thème. Aujourd'hui, un clic, ils ont le bouquin, un clic, ils ont la citation. C'est pas mieux. Et puis je vois ces jeunes compagnons scouts de France partis faire un camp au Sénégal, et puis qui restent en lien avec les copains qui se sont faits là-bas, et qui toutes les semaines communiquent avec eux. C'est extraordinaire comme ouverture. Ces jeunes compagnons, 17 ans, qui toutes les semaines sont en lien avec ces jeunes Sénégalais. C'était impossible. Donc c'est merveilleux. Mais, comment dire, vous savez, la grande utopie de ces génies qui ont inventé Internet, c'était de bâtir un monde sans frontières. Et c'est vrai qu'on est en contact immédiat, il n'y a plus la frontière du temps, et avec n'importe qui sur l'ensemble du monde. Mais j'aime dire qu'il y a des frontières qui sont structurantes. Et c'est là où il est important quand on est parent, c'est de veiller à apprendre ces frontières structurantes. Et j'en citerai 3. La première, c'est, au niveau de la connaissance, c'est la différence entre le superficiel et l'essentiel. C'est-à-dire que le savoir, c'est pas une somme de connaissances, c'est l'organisation des connaissances. Internet donne accès aux connaissances, il ne donne pas accès au savoir. C'est pour ça que je rassure les enseignants, en disant qu'ils ont toujours besoin d'enseignants. Une dissertation, c'est pas une compilation d'Internet. Et ce qui est dramatique, c'est ça, c'est d'aider l'enfant qui pense que tout se vaut. Alors on l'a vu dans les débats de société, hein, entre l'avis du pédopsychiatre qui a travaillé 5 ans durant sur les conséquences de l'homoparentalité sur l'éducation de l'enfant, a la même importance que l'avis du joueur de foot interrogé au sortir du stade pour savoir s'il est d'accord pour le mariage tout ou s'il n'est pas d'accord. C'est tout au même niveau. Donc combien quand on est parent, bien montrer que l'important ensuite par rapport à toutes ces connaissances, c'est comment j'ai les ordonnances. Comment, voilà. La deuxième frontière, c'est entre le virtuel et le réel. Vous savez, on parle de la violence. On a peur de la violence sur Internet. Bon. Moi, j'aime rappeler que les histoires que nos arrière-grands-mères racontaient à nos grands-pères lorsqu'ils s'endormaient étaient d'une violence extrême. La petite fille qui se retrouvait avec un loup dans le lit de la grand-mère, le petit garçon perdu dans la forêt qui était mangé par l'ogre. Bonjour la violence. On voit même pas ça à la télévision. Bon, donc, mais, ces histoires commençaient par « Il était une fois ». Et le « Il était une fois » séparait de manière nette l'imaginaire du réel. Et lorsque l'enfant interrogeait, mais c'est pas une histoire vraie, non. L'histoire vraie à l'époque, c'est l'histoire de saint, et saint à l'époque s'écrivait avec un T. Là, c'était les histoires. Le drame de ces jeux vidéo de la télé, c'est que c'est tellement bien fait que l'imaginaire du metteur en scène a la couleur du réel. Et donc, pour le gamin qui n'intègre pas cette frontière, parce que c'est quoi la frontière entre le virtuel et le réel? C'est la place de la souffrance. Dans le virtuel, il n'y a pas de souffrance. Quand t'es mort, on voit la souffrance de la victime, la souffrance d'entourage de la victime. Dans le réel, la violence est cause de souffrance. Cause de souffrance. Et donc, combien on voit, hein, pour le gamin qui va glisser, qui n'a pas la différence, alors ça peut être très dangereux. Très dangereux. On voit d'ailleurs qu'au niveau de Daesh, c'est un mode d'accroche. Ce jeu violent, puis aussi il vient le faire dans le réel. Et je pense qu'il y a des gamins attrapés par Daesh qui n'ont pas intégré le pot de souffrance. On tire là-dessus, ils tirent au Bataclan comme ils tirent aux jeux vidéo, enfin, je veux dire. Hein. Ils copient ce qu'ils ont fait en jeu vidéo, hop, ils le copient dans le réel. Avec effectivement la non-intégration de cette frontière. Alors ça me paraît important. Et pour ça, je dis quand on est parent, combien c'est important de baliser l'espace-temps du jeu. Que le gamin se rende bien compte qu'il y a un temps où il joue, et puis il y a un temps, effectivement, on est dans le réel. Et que dans les jeux, il faut aussi faire la part des choses. Je voyais une grand-mère qui faisait ses courses à Noël, parce qu'il y a 2 types de jeux. Il y a les jeux où le but c'est tout détruire, et il y a les jeux où le but c'est sauver le monde. Je ne parle pas des jeux sportifs. Enfin, les jeux vidéo, ils peuvent se classer en 2 grandes catégories. Les jeux où le héros est appelé à sauver le monde, et les jeux où le héros est appelé à tout détruire.
les incidents ne sont pas du tout les mêmes. Une étude américaine a montré qu'un gamin habitué à tous ces jeux où il faut sauver le monde était plus réactif dans les relations d'aide lorsqu'il y avait quelqu'un en détresse dans le réel. Et je disais à cette grand-mère, je dis, vous n'allez quand même pas offrir ce jeu-là à votre petit-fils. Elle me dit, mais vous savez, moi je ne connais rien, c'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui l'a choisi, enfin, vous auriez la collection de DVD, vous regarderez un petit peu le choix. C'est pareil, les jeux vidéo, il y en a qui sont excellents, il y en a d'autres qui sont mauvais. Mais combien, quand on est parent, de se rendre un petit peu compte, s'intéresser suffisamment pour voir quel est le scénario du jeu. Mais entre le jeu où on sauve le monde et le jeu où on détruit tout, c'est pas le même impact. Et puis la troisième frontière, c'est la frontière intime, privée, publique. C'est-à-dire que ce qui est dramatique avec les réseaux sociaux, c'est effectivement de mettre en public ce qui peut concerner l'intime. Intime. Faut voir. Et combien, je raconte cette histoire, souvent c'était une mère de famille, vice-présidente d'une association de parents d'élèves, dans un grand établissement catholique lyonnais. Elle va chercher sa fille. Rendez-vous chez le dentiste. Puis 16h, la fille n'est pas là, elle repère un garçon. Il dit, tiens, ça c'est un... J'ai déjà vu ma fille avec lui. Ah ben, je lui ai demandé, tu sais pas où est Delphine? Il dit, ah ben oui, Delphine, elle est au CDI, elle est en train de finir son expo. Ah, la mère dit, elle a dû oublier le rendez-vous. Ah, tu peux pas me rendre ce service? Est-ce que tu pourrais aller chercher Delphine, hein, et pour lui dire que sa maman l'attend parce qu'on a rendez-vous? Bien sûr, madame, il fait, bien sûr. Hein. Et il ajoute, et que vous êtes belle en maillot de bain. Vous imaginez la dame et tout ça, qui dit, excusez-moi, mais enfin, moi je vous respecte, monsieur, je vois pas pourquoi vous me parlez comme ça, c'est complètement déplacé. Et je dis, pourquoi vous me dites ça? Elle dit, parce que je vous ai vu. La Delphine avait mis sur sa page Facebook toutes les photos de vacances où madame se baignait en maillot une pièce dans la rivière du Tarn. Et tous les gamins de la classe avaient vu la photo de madame en maillot de bain, une pièce. Je ne dis pas l'engueulade. Bon, après, je suis intervenu dans cette famille parce que ça commençait à vraiment avoir d'eau dans le gaz. Mais je dis, il ne s'agit pas d'engueuler votre fille, il s'agit de lui apprendre. Qui lui a appris? Qui lui a appris que les photos de famille, c'est la famille, ça c'est le privé? Bon. Et toute cette éducation, c'est là où je dis, je trouve que c'est pas éduquer au mode de fonctionnement, ils sont bien meilleurs que nous. Hein. Ils manient bien mieux que nous. Mais effectivement, c'est quelques principes. Qu'il y a l'intime, ça ne regarde que toi. Tu partages peut-être avec un proche. Il y a le privé, il y a la famille. Puis après, il y a le public. Et pour vous dire les conséquences, je vous citerai une autre histoire que je raconte. Une jeune camarade polytechnicienne, on peut supposer qu'elle est intelligente. Une fille hyper brillante. C'était il y a quelques années. Hein. Et donc, il passe par un cabinet chasseur de tête pour un poste de cadre dans une entreprise du CAC 40. Vraiment. Et donc, deux entretiens. Donc, premier entretien, un peu sur le curriculum vitae, elle s'en sort très brillamment. Deuxième entretien, un peu sur les compétences attendues sur le poste, elle s'en sort très brillamment. Troisième entretien, pour la réponse, elle est reçue sèchement. Et le gars qui la reçoit lui dit, madame, l'entreprise n'a pas besoin de gens comme vous. Au revoir. Je ne comprends pas. Et ensuite, effectivement, elle découvre que, effectivement, le recruteur, ce qu'il a été voir, c'est la page Facebook. On en sait bien plus que sur le CV officiel. Et que sur la page Facebook, au sortir d'entretien, elle avait ses commentaires à ses copines, ces cons-là, je les ai bien eus. Mais je me dis, oui, quelqu'un, pourtant, qui n'a pas rendu compte qu'effectivement, Facebook fait partie du public. Et que le gars qui avait vu la manière dont elle le traitait lui, ce con-là, je l'ai bien vu et tout ça, en lisant sur la page Facebook, elle pensait qu'elle communiquait avec ses copines. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, tous les recruteurs regardent d'abord la page Facebook, ils en apprennent bien plus que sur le CV qu'on leur présente. Et les jeunes, ils se font avoir. Des jeunes brillants, hein, on va pas... Donc combien, quand je parle d'éducation à Internet, c'est pas les comment, hein, mais c'est d'essayer d'inscrire au moins ces trois frontières, hein, entre le superficiel et l'essentiel, entre le virtuel et le réel, et entre le privé, public, hein, et puis intime, privé, public. Hein. Parce que là, c'est terrible les dégâts, hein, ces jeunes qui mettent sur leur page Facebook des photos de leur intimité, enfin je veux dire, c'est les dégâts que ça peut faire. Et donc c'est ça qu'il faut apprendre. Et c'est pour ça qu'il me semble que c'est important que quand on offre
un portable, qui est bien effectivement, de même que on apprend le code de la route, c'est pas le fonctionnement de la voiture. Après, le gamin, il fera fonctionner la voiture. Mais c'est qu'effectivement, qu'il y a des règles, voilà, et que c'est pour vivre ensemble. Alors des fois, les gamins, pourquoi moi, c'est un gamin qui me dit toujours pourquoi. Je dis, écoute, dis-moi pourquoi il faut rouler à droite plutôt qu'à gauche. Il n'y a aucune raison. Alors, on va faire l'expérience, vous roulez comme vous voulez. Ceux qui veulent rouler à droite, roulent à droite. Ceux qui veulent rouler à gauche, roulent à gauche. Ça ne va pas marcher. Et forcément, il faut se mettre d'accord sur des règles pour qu'on puisse effectivement respecter le vivre ensemble grâce à l'outil. Mais ça va de soi. Pour des parents, ils ne vont pas offrir une voiture sans que le gamin connaisse le code de la route. Et je veux dire que pour le smartphone, c'est pareil. On devrait offrir un smartphone que si on transmet au gamin le code d'utilisation. Code d'utilisation. Que tu n'as pas à te mettre nu en photo. Tout ça, ça doit être... mais je vois des gamins qui... Ils n'ont pas appris. Ils ne savent pas. La Delphine, là, elle partageait ses photos de vacances. Elle ne voyait pas du tout le mal qu'il y avait. Puis c'était à ses copines, mais après, bien sûr, les copines, quand on a la photo de madame en maillot une pièce, hop, ça se diffuse assez vite, quoi. Donc elle ne maîtrise absolument rien à la diffusion. Moi, j'ai vu un garçon qui ramenait donc, une photo de son petit frère nu dans la baignoire et tout. Mon petit frère, il était 2 classes en dessous. Attendez, c'est dramatique pour lui. Mais le grand frère, personne ne lui avait dit. Il trouvait ça marrant, la photo. Le petit frère barboté dans l'eau. Il a mis ça sur... et puis hop, il avait envoyé, puis après ça circulait dans tout le... Voilà. Et ça, quand on voit les dégâts, chez nos jeunes, et je dis, notre responsabilité éducateur est un peu engagée, c'est comment on leur apprend. Alors, dernière question, M. Yayan Janka, allez-y. Père, je vous salue et merci pour cette intervention qui nous émerveille toujours à chaque fois qu'on voit. Ce soir, je voulais repartir avec une belle image du vivre ensemble. Vous avez dit tout à l'heure que l'islam des jeunes était différent de celui des adultes. Islam, salam, la paix. Nous prions 5 fois par jour. 5 fois par jour, nous implorons le bon Dieu de nous accorder toute notre foi pour pouvoir vivre ensemble dans un pays qui a une histoire judéo-chrétienne, qui nous a accueillis et qui nous a donné, en tout cas je parle pour ma personne. Comment, Père, faire pour qu'ensemble ces 3 religions monothéistes puissent nous redonner en tout cas toute notre foi, toute la place de l'homme dans un monde en quête de sens. Merci. Ouais. Je dirais 2 choses. Moi, je crois quand même qu'il y a un travail à faire au niveau de nos théologiens musulmans, car vous savez comme moi qu'il y a 2 Corans. Il y a le Coran de la Mecque et le Coran de Médine. Dans le Coran de la Mecque, qui est le premier Coran, écrit par Mahomet lorsqu'il était à la Mecque, c'est un islam très tolérant, très ouvert, accueillant, dans lequel il y a un grand respect pour les chrétiens. Puis il y a le 2e Coran, donc écrit à Médine, où là c'est une situation tout à fait autre. Quand on rencontrait le prophète, il avait été chassé de la Mecque, et donc là c'était un guerrier qui effectivement était conquérant, et on a donc des sourates là qui sont effectivement très, très violentes. Très violentes. Et que le problème, aujourd'hui, qui se pose à nos amis musulmans, c'est qu'il y a je dirais que nous, on a cette chance, c'est que le Nouveau Testament est après l'Ancien. Et donc, c'est à la lumière du Nouveau Testament qu'on lit l'Ancien. Quand je discute avec des théologiens musulmans, on dit que le véritable enjeu aujourd'hui, ça serait de se dire que le Coran de la Mecque soit universel, le Coran de Médine soit particulier. Or, dans la théologie musulmane d'aujourd'hui, c'est ce qui est écrit après abroge ce qui est écrit avant. C'est sur quoi repose Daesh, qui se prétendent musulmans, et qui le sont au niveau du Coran de Médine. Vous vous référez au Coran de la Mecque, salam, la paix. Et que là, il y a une vraie difficulté aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, tous les réformateurs de l'islam, qui se sont lancés dans cette grande réforme, discuté d'excellents amis, M. Sayadi, à l'Université de Tunis, se dit, il faut, là, parce que c'est trop facile, ils se réclament. Et comment
comment inverser les choses. On disait que pour vraiment que ce soit possible, il faudrait qu'il y ait une règle théologique chez nos amis musulmans, c'est que le Coran de la Mecque abroge le Coran de Médine. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est le Coran de Médine, la tradition musulmane, qui abroge le Coran de la Mecque. Alors après, ça donne, on voit bien, chaque pape Benoît XVI écrit un commentaire de versets du Coran de Médine, il s'est fait, François, lui, prend que des versets du Coran de la Mecque. Mais ça peut nous aussi des fois dans l'Évangile, on va choisir. Parce que je crois dans le Coran, on trouve tout et l'inverse de tout. On trouve à la fois des sourates très accueillantes, très tolérantes pour ceux qui partagent la religion monothéiste, et puis on a des sourates où là, tous sont des mécréants si on ne croit pas en Allah. Donc là, je crois qu'il y a un vrai travail à mener, que seuls nos amis musulmans pourront le mener. Alors, la deuxième chose que je dis avec force, c'est que moi, j'ai encore jamais rencontré un musulman croyant qui se radicalise. Encore jamais rencontré. C'est-à-dire que quelqu'un qui est profondément croyant, comme vous, monsieur, jamais rencontré quelqu'un qui va se radicaliser. Au contraire, il a énormément de mal à supporter que Daesh se réclame l'islam. Par contre, j'avais écrit un article dans Ouest France. J'avais dit, il ne s'agit pas de musulmans qui se radicalisent, il s'agit de radicalisés qui s'islamisent. C'est-à-dire que quand on voit l'histoire des terroristes français, avant cette conversion à l'islamisme, c'était pas du tout des musulmans croyants. Ils étaient dans le trafic de drogue, l'alcool, la prostitution, etc., tous les réseaux d'économie parallèle, tout ce... c'était pas du tout bon. Et puis après, donc ils sont radicalisés chez nous, en termes de radicalisation, c'est une haine contre la société, chez nous. Et puis après, il y a eu cette conversion à l'islamisme, où on leur propose de passer du statut de salaud au statut de héros. C'est quand même extraordinaire. Eux, ils sont considérés un peu comme des salauds. Voilà qu'on leur propose de devenir des héros. Et on voit d'ailleurs que c'est souvent en prison. Alors c'est là que notre opinion publique est très contradictoire, parce qu'on sait que c'est quand même la prison qui sont les premiers noyaux d'islamisme. Et nos concitoyens, ils ont peur de l'islamisme, ils veulent tous se mettre en prison. Alors qu'on sait que c'est vraiment la prison qui est la première école de l'islamisme radical. Donc là, il y a des fois... Mais, et combien, donc, ça me paraît important, ça, au niveau du genre de bien faire la différence. Tous ces terroristes, c'est pas du tout des musulmans croyants, au départ. C'est des jeunes radicalisés contre la société, et puis après, qui sont islamisés. Donc je crois que cette analyse-là de bien aider à faire la différence entre ces musulmans croyants, et quand je parlais de différence entre jeunes, c'est que, moi je dirais, si je discutais beaucoup avec un imam, moi personnellement, j'ai vraiment aucune difficulté avec les musulmans croyants que je rencontre. J'ai des difficultés avec les gens pratiquants mais non croyants. C'est-à-dire qu'au niveau des fois de code des jeunes, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous avez 15 ans et que vous êtes maghrébin, dans une cité, vous êtes obligé de pratiquer l'islam. Sinon, vous êtes complètement exclu. Que vous croyez ou vous ne croyez pas. Et je me souviens de cette discussion avec un imam qui me disait « Votre problème à vous, prêtre, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes croyants non pratiquants. Moi, mon problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes pratiquants mais non croyants. » Ou la pratique, quand on voit le ramadan, je vous donne un autre exemple, c'est intéressant. Fait venir un imam, discuter avec des jeunes qui se posaient des questions. Une fille pose la question à l'imam, c'est le ramadan, est-ce que j'ai le droit de me maquiller pendant le ramadan? Parce que certains disent qu'on a le droit, d'autres disent qu'on n'a pas le droit. Alors est-ce que j'ai le droit de me maquiller pendant le ramadan? L'imam lui répond, parce que donc tu fais le ramadan? Je dis oui, je fais le ramadan, donc c'est une question que je vous pose. L'imam poursuit. Donc ça veut dire que tu fais ta prière 5 fois par jour? Oh, je dis non. Et l'imam dit, écoute, tu ne dis pas que tu fais le ramadan. Donc tu fais le ramadan. Pour elle, le ramadan, c'est que la partie visible. C'est-à-dire le jeûne, et encore, moi je vois des jeunes qui font le ramadan, ça ne les empêche pas à minuit, quand il n'y a plus personne, de boire leur petite bière, etc. Enfin bon, donc on a eu une pratique, c'est pour ça quand je disais des fois l'islam des jeunes, c'est que pour beaucoup de jeunes, on a une pratique des fois de l'islam qui ne s'appuie pas véritablement sur une véritable foi. Moi je crois que quand on est croyant, enfin c'était l'idée de Jean-Paul II, on va dire, quelle que soit sa religion, commettre un crime au nom de Dieu, c'est commettre un crime contre Dieu. Tuer l'innocence, si on est croyant, profondément croyant, c'est impensable. On ne peut pas se référer à un Dieu qui demanderait de tuer l'innocent. Et que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement
et de faire la part des choses. Un islam, des fois chez les jeunes, hein, qui est fondé sur une pratique, je veux dire, qui sont plus des codes identitaires et parfois d'opposition, hein, et qui peuvent devenir un peu sectaires. Nous, au Val-de-Caux, la question se pose hein, au niveau de la nourriture, etc. Hein, la règle, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire que si le halal, certains sont... C'est drôle, parce qu'il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Hein, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Hein, bon, si c'est une préférence culinaire... mais si ça devient, comme je l'ai vu, moi, on commence à dire à la table de ceux qui mangent halal, puis ceux qui ne mangent pas halal. Hein. Puis après, moi, je n'ai pas le droit de faire la vaisselle de ceux qui ne mangent pas halal. Je dis, attends, la religion n'est pas faite pour séparer, elle est faite pour unir. Donc ce critère d'unité doit être le premier. Au Val-de-Caux, c'est la fraternité. Alors après, on est très respectueux de toutes les pratiques, à condition qu'elles ne mettent pas en cause la fraternité. Si la pratique du halal, ça signifie que toi, tu ne peux plus manger avec celui qui ne mange pas halal, ah, moi je ne veux pas de halal. Si, effectivement, c'est tout. Pour faire une montagne. Mais combien de part important, c'est d'être toujours guidé par ce sens de vivre ensemble. Hein. Et puis, ben voilà, comment avancer, musulmans croyants, chrétiens croyants, on a tellement de choses en commun, hein, d'avancer. Mais je veux dire, il y a quand même cette petite difficulté au sein de l'islam, hein, qui est cette histoire de deux Corans. Hein, et que, là, je crois qu'il est important hein, que nos théologiens musulmans, en France, en Égypte, travaillent effectivement pour éviter que des gens comme ceux de Daesh puissent s'appuyer sur le Coran pour commettre de tels actes. Or, on ne peut pas dire qu'ils... Parce que des fois, moi, je vais dire, oh, non, ils ne sont pas musulmans. Là. Le problème, c'est qu'ils s'appuient aussi sur des versets du Coran. C'est tout et n'importe quoi, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas le Coran. Hein. Mais c'est le deuxième Coran. Le Coran écrit par le prophète lorsqu'il était en situation de guerre. Alors si on contextualise, hein, moi, M. Sayadi, là, qui est un grand musulman, dit, le premier est beaucoup plus universel. Il faudrait contextualiser le deuxième en disant ça c'est une situation très particulière d'un homme qui était aux abois, bon, et donc qui, bien sûr, mobilisait ses troupes pour survivre. Bon, ça peut se comprendre dans le contexte historique, hein, nous aussi. Mais qu'il faudrait se dire que c'est le premier Coran, celui de la Mecque, qui doit être vraiment le Coran sur lequel on se retrouve. Et là, il y a une compatibilité totale dans le vivre ensemble. Enfin, comme ça, je vous répondrai. Quoi. Écoutez, Père, on va s'arrêter là, parce qu'on écouterait le Père pendant des heures, mais je retourne. Donc, on va remercier de sa parole dynamique et provocative, si j'ose dire. Si vous m'accordez encore quelques minutes, j'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, de ne pas oublier les corbeilles à la sortie. Ça, c'est même très important. Deuxièmement, vous trouverez sur les tables du fond nos amis de la Procure avec un certain nombre d'ouvrages du Père Petitclerc, notamment la pédagogie de Don Bosco en 12 mots-clés et éduquer à l'ère d'Internet, mais il y en a d'autres également. Vous trouverez nos amis de la vie, notre ami de la vie, avec un certain nombre de revues qu'il vous montrera. Et puis, il y a une feuille également pour ceux d'entre vous dont je n'aurai pas l'adresse mail, s'ils veulent nous la laisser pour les prochaines soirées. Et je voulais aussi vous faire une annonce, une proposition. Dans le cadre de la préparation de la session nationale des Semaines sociales de France en novembre, il y a une plateforme collaborative sur Internet pour alimenter les réflexions et pour faire des suggestions. Et des suggestions venant d'un groupe. Une suggestion à tout le monde, aux semaines sociales, qui peuvent éventuellement s'adresser aussi au pouvoir public. Donc pour approfondir les enseignements de cette soirée et bâtir des propositions, l'antenne du public vous propose une soirée de 13 juin, lundi 13 juin à 20h30, au centre d'Annam, peut-être en plus petit comité, mais on a besoin d'un bon nombre d'entre vous malgré tout, pour bâtir autour du thème l'éducation, apprendre à vivre en société, pour bâtir à partir des réflexions d'aujourd'hui, à partir d'une vidéo d'une quinzaine de minutes qui a été élaborée par l'antenne de Lille, pour essayer de bâtir des propositions concrètes à soumettre aux semaines sociales et qui pourront éventuellement être discutées lors de la session nationale de Paris et soumises au pouvoir public le moment venu. Donc si vous souhaitez participer à cette soirée
du lundi 13 juin à 20h30 au Centre Zanam. Merci de mettre votre nom sur la feuille qui est là-bas et que vous trouverez dans le fond de cette salle. Merci à tous.